Marcus, mon pote. Salut Seb, ça va? Ça va, toi? Ben ouais. Yeah! Deuxième podcast en 2 jours. Deuxième podcast, faut se tenir occupé. De retour au Québec, fait que j'essaie de catch-up avec les chums, tu sais. Ouais, hein? Fait que t'as eu une bonne saison? Pas pire, écoute, c'est une saison remplie de surprises, là, qu'on pourrait dire, là, sur Ouais. le COVID, là, tu sais, la petite vite pis tout. Non, mais c'est surtout le voyagement, là. On dirait que je fais quand même une discipline, le snowboard, que ça m'oblige à voyager partout à travers le monde. Parce que, en fait, début d'année, là, tu savais juste pas s'il allait avoir des compés ou ils ont juste dit, OK, on fait les X-Games. Tu sais, au début, il me semble qu'il n'y avait rien, là. Ben, au début de la saison, le calendrier était plein. Parce que cette saison-ci, c'est quand même la saison avant les Olympiques prochains. Fait que le calendrier était rempli de compétitions. Je te dirais qu'à chaque semaine, j'étais à quelque part de différent dans le monde. Puis là, plus qu'on avançait, plus les compétitions se faisaient canceller à cause du COVID. Fait que là, il y a des compétitions qui ont été changées de mois en espérant qu'ils pouvaient avoir lieu plus tard. Puis il y a des événements qui ont été cancellés complètement. Fait que là, tu te prépares pour finalement pour rien. Puis, fait que là, c'était dur parce que moi, mettons, normalement, si je le sais que le prochain mois, j'ai rien, mais là, je vais me planifier du filming, je vais faire des projets avec mes commanditaires ou quoi que ce soit. Mais là, je m'entraînais, puis là, j'étais comme, OK, ben là, je m'en vais en Europe. OK, là, je m'en vais, mettons, au Colorado. Mais là, une semaine à l'avance, des fois, ça se faisait canceller. Fait que des fois, il fallait que je change complètement mon voyagement pour aller à une autre destination, etc. Fait que là, on dirait que c'est ça qui était plate, c'est que normalement, j'aurais utilisé tout ce temps mort-là pour faire les projets. Mais là, le fait que je le savais comme dernière minute, ben, je perdais finalement mon temps. C'était compliqué, là. Tout était juste, OK, X-Games, semaine prochaine, peut-être oui, peut-être non. Tu sais, t'es comme, ça peut se faire canceller. Ouais, tu le sais pas. C'est comme, garde. Il s'agit juste d'un staff là, qui a eu la COVID, qui a été en contact avec bien du monde qui sont comme, OK, fuck that. Ben oui puis non, mais tu sais, c'est sûr qu'eux autres, ils se sont dit, regarde, si on met des événements en place, puis ils ont lieu, faut faire en sorte que ça soit très sécuritaire, puis que si en bout de ligne, on fait l'événement, puis l'événement, finalement, il y a une éclosion qui se passe à travers ça, mais là, ça va pas paraître bien l'événement. Fait que là, ça fait en sorte que les prochains événements qui s'en venaient sur le calendrier allaient être fortement cancellés. Parce que tu sais, ça reste que les compétitions fédérées, il y a quand même des subventions du gouvernement, les commanditaires, etc. Je pense que le monde ne veut pas s'associer à des compétitions, que ça crée des éclosions. Fait que là, c'était de comment les faire, puis comment faire en sorte que ça soit sécuritaire pour tous les athlètes puis les staffs qui travaillent autour. Fait que ça a pris un certain temps avant de mettre en place un système qui fonctionnait. Puis même avec le système qui fonctionnait, ça reste il y a tout le temps comme des gray areas là, que tu sais pas trop quoi faire, mais le monde, ils vont quand même avec le juste bon sens. Puis là, tu te dis, bon, ben, on va espérer que ça fonctionne. Ouais. Ça a fonctionné pour la majoritairement des compétitions, mais il y en a bien des événements là, que c'était pas trop un succès. Là. L'affaire qui était pas, je trouve, en début d'année, c'est... il y avait eu comme un article qui avait sorti là, de la presse ou quoi, là, ça disait Team Canada, COVID. Un membre du Team Canada, le COVID, le Team Canada peut pas compétitionner. Puis la photo sur l'article, c'était tout. Ouais. Là, j'étais comme, ça vous tentait pas au pire de juste mettre la personne qui avait. Ben même pas, tu sais, parce que c'est chiant rendu là, mais pas quelqu'un qui l'a pas, la COVID. Moi, la première chose que je me suis dit quand j'ai vu ça, je t'ai texté, j'ai fait, c'est toi qui as la COVID? Non. Kim, c'est le fun qui a mis ta photo. Ouais. Tu sais, ça, c'est quand même. Ouais, tu sais, c'est touché parce que, tu sais, ils ont décidé d'utiliser. Les médias ont utilisé les personnes qui ont plus de photos peut-être dans leur dossier ou quoi que ce soit. Puis là, ils ont décidé d'utiliser ma photo. Puis effectivement, il y a beaucoup de monde qui sont venus vers moi et font comme aïe, c'est pas, j'étais le COVID, blablabla. Je suis comme non, j'ai pas le COVID. Je suis comme si tu lis bien l'article, si certains Canadiens ont eu le COVID, mais c'est vrai que. C'est un clickbait, on dirait. Mais ouais, tu sais, tu vois COVID-19, Canadiens expulsés ou peuvent pas compétitionner. Puis là, t'as ma face, c'est sûr que c'est une drôle de publicité là, qu'on pourrait dire. Mais ça, c'était tough. Là, on était justement en Europe. Puis il y a 2 personnes de l'équipe qui ont testé positif pour le COVID. Mais ça reste que, tu sais, on n'est pas une équipe de hockey. Là. Oui, on fait partie du Canada. Oui, on a des personnes autour de nous qui travaillent avec nous, des physios, des entraîneurs, etc. Mais c'est tout du monde qu'on n'a pas des close contacts. Puis un close contact, c'est pas de masque en dedans de 2 mètres pendant plus de 15 minutes. Fait que ça reste que tu pourrais habiter avec la même personne si tu t'es jamais en dedans de 2 mètres, puis je veux dire, tu passes pas du temps à te parler longtemps, c'est pas considéré comme un close contact. Fait que pour nous, on a essayé comme un peu de débattre notre point, de dire, écoute, on a des micro-bubbles avec certains athlètes, comme moi, je logeais avec certaines personnes de l'équipe canadienne, que eux, ils n'ont pas testé positif. Fait que nous, on essayait un peu de défendre notre point, de dire, ben écoute, oui, les personnes qui ont testé positif, je suis d'accord qu'il faut qu'ils soient
sortis de l'événement. Mais les personnes qui sont négatifs, comme tous les autres athlètes, même s'ils sont Canadiens, ne devraient pas nécessairement être obligés, forcés de ne pas compétitionner. L'événement a quand même décidé de mettre tous les Canadiens out de l'événement, mais ça, c'était un peu difficile parce que tu te dis, crime, tu voyages, ça te coûte des sous, t'es rendu là-bas, t'es rendu prête, puis là, c'est comme si quelqu'un t'enlève ton opportunité, en plus de pouvoir performer puis peut-être gagner des sous, mais en plus de pouvoir ramasser des points pour t'assurer ou te mettre en meilleur positionnement pour les Olympiques prochains. Fait que c'est fâchant un peu là, parce que tu sais, ça fait longtemps que je compétitionne, puis les seules raisons pour t'enlever la chance de compétitionner, normalement, c'est si tu te blesses ou si tu files pas. Tu sais, je veux dire, ça arrive des fois, je sais pas, tu fais de la fièvre ou quoi que ce soit, puis tu te dis même si je voudrais rider, je me sens pas à 100%, fait que je me retire. Mais sinon, là, de te faire retirer pour un virus que toi en plus t'as testé négatif. Quand il y a eu la H1N1, est-ce que c'était. Y avait-tu eu ça partout dans le monde, la H1N1? Il n'y avait pas eu de compétition qui avait été annulée à cause de ça. Écoute, c'est tellement loin dans ma tête, mais si je me trompe pas, la H1N1, les vaccins sont arrivés vite. Ils nous ont juste comme vaccinés pour ça. C'était vraiment la première fois que tu allais dans une compé, la compé finissait, c'était dodo, là. Ben, c'est touché parce que, tu sais, oui, chaque pays que tu vas, les restrictions changent, mais ça reste que nous, les micro-bubbles qu'on pourrait dire pour les événements, c'est très, très, très strict. Ouais, non, mais tu sais, comme, là, 2 ans, là, tu finissais une compétition, que tu as gagné ou non, là, vous en alliez au bord, là. Je suppose, vous en avez fêté un peu. Ben oui, Fait que là, c'est comme je te dis, tu finis ta compé cette année, c'est genre Netflix, dodo. Ben, c'est vraiment weird. Tu regardes à Aspen, j'ai terminé le deuxième. Vraiment hype, je veux dire, c'est cool. Normalement, justement, comme tu dis, tu vas célébrer, tu vois tous les chums gagner ou pas. C'est le respect, tu t'en vas célébrer. Ben oui, tu sais, c'est mes chums, là, tu sais. Je veux dire, peu importe dans le monde, là, qui sait que, tu sais, moi, je suis une personne très rassembleur, fait que de même juste faire du snow, compétition ou non, je veux dire, je loge avec d'autres athlètes, on organise des soupers à travers ça, quand on ride tout ensemble. Après les compétitions, il y a des parties, des affaires de même. Mais là, c'était rendu comme un environnement tellement contrôlé que oui, tu t'en vas compétitionner, mais après ça, tu reviens dans ta chambre d'hôtel ou ton condo ou ta maison, tu es relativement toute seule en tout temps. Puis ça fait en sorte que tu perds le lifestyle, le vibe du snowboard. Puis dans le fond, tu sais, la passion que j'ai pour le sport, c'est de rider. J'adore compétitionner parce que je suis compétitif, mais ça reste que ça serait ça depuis le jour 1 que j'ai commencé, que c'est juste de compétitionner, revenir dans ma chambre d'hôtel, retourner compétitionner, après ça, embarquer dans un avion, retourner chez moi. Ça fait en sorte que, tu sais, j'aurais une vie solitaire, là, puis tu sais, je suis pas une personne solitaire, ça fait en sorte que j'aurais été malheureux là-dedans, puis on va espérer que la saison prochaine, ça nous affecte pas autant que ça nous a affecté cette année, mais je veux dire, seul le temps peut nous dire où c'est que ça va nous mener, là, mais... Pour vrai, là, j'espère que tu avais des hobbies, parce que ça doit être long un peu, là, tu sais, passer, je sais pas, une semaine en Suisse, puis que quand tu rides pas, tu peux pas faire grand-chose, là. Ben, tu sais, non seulement c'est plate, mais en plus, ça te met du stress de plus. Tu sais, quand tu t'en vas, tu voyages, puis tu te prépares pour une compétition, tu es stressé, tu veux bien faire. Fait que c'est déjà beaucoup de stress à contrôler. Puis même si ça fait longtemps que tu compétitionnes, ça reste que quand tu veux performer, le stress reste toujours, puis ça s'en ira jamais. Puis là, on dirait que c'est un stress rajouté un peu pour rien, tu sais, parce que genre là, le voyagement, c'est rendu stressant parce que là, il faut que tu aies des tests, il faut que ton test soit négatif, il faut que ton test soit fait dans 72 heures avant de voyager. Là, quand tu arrives sur place, il y a plein de tests qu'il faut que je fasse. Aux 3 jours, il fallait que je fasse un nouveau test. Mais là, des fois, ça arrivait que du monde avait des faux tests positifs. Là, moi, je voulais vraiment pas avoir un faux test positif parce que là, quand tu es à l'extérieur du pays, si tu testes positif, faut que tu te confines à l'étranger, qui veut dire 2 semaines. Puis là, après ça, tu reviens chez vous à la maison. Mais là, à la maison, tu es forcé de faire un autre 2 semaines en quarantaine. Fait que là, tu viens de perdre 1 mois. Écoute, 2 semaines à la maison, je l'ai faite, c'est vraiment difficile. Mais faire 2 semaines à l'extérieur dans un hôtel, puis 2 semaines après ça, de retour à la maison. Écoute, ça m'est pas arrivé. Puis que je touche du bois parce que si ça continue, j'espère vraiment que ça va jamais m'arriver. Mais hey, 1 mois, je veux dire, en cabané, là, ça doit vraiment pas être facile. Ouais, c'est long. Puis fait que c'est un stress qui s'accumule. Là. Tu te dis comme, non seulement je suis à la compétition parce que je suis forcé d'être là d'une certaine façon parce que faut que je ramasse des points puis je vais aller aux prochains Jeux olympiques. Mais ça serait juste de moi. On va dire qu'il n'y aurait pas de qualif olympique. J'ai aucune raison ou je suis pas forcé d'aller à ces compétitions-là. Je pense que j'aurais utilisé cette saison-là pour m'entraîner plus puis
puis faire des projets vidéo. J'aurais comme peut-être resté peut-être un peu plus au Canada. Puis j'aurais pas eu le problème de j'ai les tests à tous les 3 jours pis ces affaires-là. Puis ça aurait été un stress que j'aurais éliminé beaucoup de ma saison complète. Ah ouais. Mais là, j'étais un peu comme obligé là, de faire tout ça, qui a fait en sorte que, écoute, j'étais forcé d'être là, mais dans ma tête, là, j'y pensais. Là, j'étais comme, hey, à chaque test que je faisais, là, j'étais stressé en me disant, faut que tu sors négatif, parce que si je sors positif, là, je savais que j'allais avoir un mois. Depuis 2021, tu l'as fait combien de fois le test du COVID? Écoute, je sais pas combien, mais dans le dernier mois, là, je dois avoir fait au moins 18 à 20 tests. Là, fait que ça te donne une idée que. Tout le temps dans la même narine? Tout le temps la même narine, là, je commence la narine droite. Là, Je pense que je l'entends justement. Hey, man, pour vrai, en parlant de tests, tu sais, il y en a des tests que c'est comme. Ça dépend de laquelle personne que tu pognes. Il y en a qui c'est comme plus relax. Il y en a qui sont vraiment rough. Puis il y avait à T'as Aspen- Mario pis t'as Véronique. Ouais, il y en a, je peux te dire, Véronique, il va au toast. Là. Puis t'as des tests qu'on avait à Aspen qui étaient nice. C'était toi-même que tu le faisais. Fait que t'avais une personne devant toi. Il te donnait le fameux Q-tip. Fallait que tu le rentres, tu le tournes 5 secondes. Fallait que tu fasses les 2 narines. Il te donnait-tu un magazine pour ou? Ben, un peu de stimulant, là. Écoute, ça dépend là, comment Véronique était. Puis ça, c'était quand même nice parce que c'est niaiseux, mais quand tu le fais toi-même, ouais, ça fait mal, mais au moins, comme si t'es dans un coin qui est comme plus sensible, je veux dire, tu gosses pas là, on s'entend. Mais quand tu pognes une personne qui s'en fout pis sont bien Ouais, rough, ça, là, tu sais, c'est où ton arrêt comparé à l'autre, là? hey, écoute, en Suisse dernièrement, il y a un des tests, ça m'a marqué, là, encore ce jour, je suis comme, j'ai encore mal. Là. Pour vrai, elle est rentrée tellement profond, big, là, que genre, ça a fait comme, comme, tu sais, j'étais habitué à le faire, là, pis là, elle a sorti, puis je suis comme fait, genre, j'étais en tabarnak. Pour vrai, là, j'étais comme, man, j'avais juste le goût, même, de la puncher. Finalement, elle me dit, genre, il y avait un bol de bonbons, elle dit, you can have a candy. Là, je suis comme, OK, là, tu penses que j'étais un enfant, là, je suis comme, je t'ai fait de mal, là, oui, moi, j'ai un petit bonbon. Je suis comme, hey, finalement, j'ai comme fait, non, j'en veux pas de ton bonbon, je suis juste sorti. Mais, pour vrai, à un moment donné, c'est comme, t'as pas le choix de le faire, puis c'est pour la sécurité de tout le monde, puis c'est comprenable, mais, je veux dire, c'est une affaire qui est pas le fun à faire, là, mais il y a des choses pires que ça dans la vie. Là. OK, bon, je voulais qu'on parle un peu de ça, vite, ton retour au Québec, mais le podcast, on parle tout le temps du qui est-ce qui t'a mis sur un snowboard, Sébastien? Fait que juste un peu je sais qu'on. Radio-Can, TVA doivent avoir ça dans leurs archives, là. Mais, Ouais, mais pour le monde qui ne le savent pas, ce serait cool que tu me parles, mettons, de comment c'est arrivé, que tu t'es mis sur un snow, puis tes débuts, là. Ouais. Ben, écoute, à un jeune âge, mes parents ils ont acheté un chalet à Saint-Côme, à Val-Saint-Côme, fait qu'à peu près à 1 heure ici, de 1 heure et demie de Montréal. Puis Saint-Côme, c'est pas une grosse montagne, mais pour nous, ça nous donnait la chance à un jeune âge d'apprendre à faire du ski. Fait que moi, j'ai un frère, 2 sœurs, puis on a tous commencé à faire du ski. Même mes parents faisaient du ski aussi avec nous autres. Puis, je me trompe pas, j'avais comme 5 ou 6 ans quand j'ai commencé à skier. On dirait que je suis jamais sûr de l'âge exact. Mais je sais qu'à 9 ans, on était rendu au printemps, puis tu sais, j'étais rendu quand même bon en ski. J'étais tout le temps dans le parc, je prenais les jumps, puis je faisais des trucs, mais pas beaucoup, mais j'étais assez casse-cou que je faisais tous les jumps, j'avais peur de rien. Puis là, j'ai cassé mes skis. Fait que j'étais atterri, je pense, sur mes tails, puis ils ont explosé, puis là, j'étais revenu au chalet, puis il restait, je sais pas, peut-être un genre de 2 semaines, 3 semaines de riding avec la montagne ferme. Puis, ma mère, ben dans le fond, mes parents ont dit, écoute, on aimerait bien ça t'acheter une nouvelle paire de skis, mais tu sais, on s'entend qu'à 9 ans, à chaque année, tu grandis. Fait qu'elle dit, même si on t'achète une nouvelle paire là, l'année prochaine, tu vas en avoir besoin d'une nouvelle. Fait qu'elle dit, écoute, on peut pas se permettre ça présentement de t'acheter une nouvelle paire de skis. Fait que ton frère a commencé à faire du snow, puis il y a son snow qui est dans le cabanon que tu n'utilises pas. Fait que tu pourrais essayer le snow. Moi, c'est le coup. C'était quoi, le snow? Écoute, le snow, je me souviens que dans un de mes snows que j'ai commencé, c'était un range, mais je pense que c'est un rage. Rage, ouais. Rage. Fait que j'ai eu, c'était un rage, le board était tout vert, puis après ça, mon deuxième board, c'était un autre rage. Fait qu'en tout cas, c'est les seuls board rage que j'ai vu de ma vie, c'est quand j'ai commencé. Puis je me souviens, le premier board que j'ai eu, il était vert mat, là. C'était, écoute, même pas un vert kaki, là. En tout cas, peu importe. C'est un vert mat. De quoi qu'on va vraiment pas... C'est vraiment vintage. Puis là, au début, je regarde en mer, je suis comme, aïe, là, je veux pas
comme tous mes chums sont dans le parc, là, il va falloir que je rapprendre. Puis là, au début, moi, je chialais, puis j'étais comme, je voulais rien savoir. Puis là, à un moment donné, j'ai comme fait, regarde, c'est soit que tu restes en dedans ou tu vas essayer le snow. Fait que finalement, je m'en vais dans la pente. Il était trop grand pour toi, le snow, en plus? Non, ça, c'était quand même c'était correct. correct, C'était correct. Là. Puis tu sais, un snow, on dirait que ça l'affectait peut-être un peu moins. Tu sais, je prends un board plus petit, puis c'était moins pire que des skis trop petits ou des skis trop grands. Fait qu'en bowling, j'étais juste comme, bon, regarde, je vais aller essayer. Puis ça doit pas être si pire que ça. Fait que finalement, je m'en vais à la pente école, là aussi, que genre le tapis roulant. Magique, là. Le tapis magique. Puis là, je me souviens, ma mère a dit, écoute, je vais venir te montrer. Elle dit, je fais pas de snow, mais elle dit, je comprends comment ça fonctionne. Fait que je vais essayer de te montrer. Fait que là, finalement, je monte avec elle, puis là, je me strappe, puis là, j'essaie de descendre un cut un edge. Je sais que ça marche pas full mon affaire. Là, moi, je pleure, là. Carrément, là, je suis comme, pourquoi c'est que je peux pas avoir des skis? Nanana. Je suis comme là, tous mes chums sont dans le snowpark, là, faut que je recommence à. Nanana. Fait que là, j'étais allé juste un avant-midi, je suis allé 1 heure, puis là, j'ai comme un peu, pas give up, mais on pourrait dire que j'ai give up. Fait que je suis retourné au chalet, puis là, j'étais juste comme, aïe, comme, dans ma tête, je me disais, pourquoi faire du snow? Je suis comme, je suis bon en ski, je veux pas faire du snow. Oh, ouais. Puis, finalement, la journée d'après, là, je suis retourné, je me suis dit, garde, let's go, là. Je suis retourné. Là, j'ai fait 1 ou 2 descentes dans la pente école. Puis là, je me suis dit, j'ai comme catché un peu. Puis là, j'étais comme, hey, je passerai pas de temps dans la pente école. Je monte en haut. Fait que je me suis forcé à la monter en haut. J'ai fait 2 pistes. J'ai comme catché un peu comment ça fonctionnait. J'étais pas encore bon. Mais après ça, je me souviens, la journée même, je sais pas, ça faisait peut-être 2 heures que j'étais arrivé à la montagne. J'étais déjà rendu dans le snowpark avec mes chums, avec mon board. Fait que j'étais pas aussi bon qu'en ski. Mais là, je venais de catcher comment ça fonctionnait un board. Puis depuis ce temps-là, là, je suis tombé en amour avec le sport, puis j'ai plus jamais retouché à des skis de ma vie. Fait que ça... T'imagines-tu si t'avais abandonné? Pour vrai, comme, tu sais, c'est pas vraiment dans ma nature d'abandonner. Fait que je suis pas surpris que j'aille comme forcer les choses puis que je suis retourné. Mais, tu sais, imagine, j'aurais pas nécessairement cassé mes skis à 9 ans. J'aurais peut-être, tu sais, on va dire, c'est sûr que j'aurais touché au snowboard, mais... Tu sais, j'ai eu la chance de toucher au snowboard plus jeune. Est-ce que ça aurait fait en sorte que j'aurais évolué en ski puis j'aurais une tournure de carrière plus en ski? Aucune idée, on peut pas le savoir, mais je suis vraiment comme... C'est drôle parce que, tu sais, il y a des choses de même qui arrivent dans nos vies qui font une tournure comme positive. Rien n'arrive pour rien. Puis là, c'était comme... Tu sais, j'ai découvert comme... Tu sais, j'étais passionné d'aller sur la montagne, de faire du ski ou du snow, peu importe. C'était ça la passion, j'aimais ça être dehors. Mais quand j'ai comme catché comment un snowboard fonctionnait, là, j'ai vraiment découvert que c'était comme, OK, on dirait que ça m'a donné, tu sais, dans le temps, les skis twin tips, ça n'existait pas vraiment, là, c'était encore tout récent. Fait que moi, les skis que j'avais, tu sais, on allait tout droit, je faisais des sauts, mais c'était quand même limité dans ma tête sur qu'est-ce que je pouvais faire. Mais quand j'ai commencé à faire du snow, là, j'ai réalisé que, aïe, je peux rider de l'autre bord, je peux rider de ce côté-là. Là, on dirait que tout se mettait à décliquer. Puis là, on dirait, là, je me souviens, là, je me couchais la nuit, là, puis j'étais comme genre, holy shit, demain, je peux essayer ça, je peux essayer ça, je peux essayer ça. Puis tu vois, mon frère faisait du snow aussi avec moi. Puis mon frère, il prenait tous les jumps avec moi. Fait qu'on... Peu importe le jump, la grosseur qui construisait à Saint-Côme, on est tout le temps les premiers qui ont toute la journée, on s'éclenchait. On les faisait en straight air. Puis là, moi, à un moment donné, c'est devenu un point que j'étais comme, pas je trouvais ça plate, mais j'étais comme, faut que je fasse des trucs. Puis là, c'est là que je me suis mis à essayer de faire des figures, etc. Mais mon frère, tu vois, lui, il avait pas peur de faire les jumps, mais c'était pas un gars de truc. Comme, on dirait qu'aussitôt qu'il se mettait à tourner ou que ce soit, on dirait que c'est comme si ça plafonnait son affaire. Mais lui, c'était assez pour lui de juste jumper puis cette affaire-là. Oli, en ce moment, tu le mets sur un 60 pieds, il fait ça encore straight air? Et je ne sais pas si un... Ben, pour moi, un 60... 40, mettons. 40, moi je suis pas. Ouais, je suis capable de le faire. Ouais. Ça serait pas nécessairement gracieux, excuse, là, mais. Mais genre, ça reste que. Mon frère, tu sais, c'est un bon rider, là. Il a ridé depuis qu'on est jeune, on fait du snow. Toute ma famille fait du snow maintenant, sauf ma mère qui est restée en ski, mais c'est quand même nice que même mes sœurs, ils font tout du snow. On dirait que quand j'ai switché au snow, si je me trompe pas, Val, elle avait déjà commencé à faire du snow aussi, mais on dirait que il y a eu une tournure, là, qu'on dirait que tout le monde a switché pour le snow. Puis tu sais, il y a eu vraiment une mode, là, que beaucoup de monde faisait du ski, ont comme essayé de faire du snowboard. Puis je trouve ça cool que toute ma famille en fait, sauf ma mère. Puis tu sais, en bout de ligne, comme ma mère, à un moment donné, elle était comme, j'aimerais ça en faire, là. Personne de parfait. Hein. Il y a personne de parfait. Puis en même temps, je me dis, qu'est-ce qui est cool, c'est que tu fais du ski ou tu fais du snow. Genre, le but, moi, je trouve que c'est cool. Qu'est-ce qui a fait en sorte que notre famille, on est vraiment proche, c'est que
c'est vraiment le snowboard qui nous a comme gardés unis parce que tu sais, tu vas sur la montagne, que je sois dans le snowpark ou pas, ben une couple de runs plus tard, on se rejoignait dans le chalet, on dînait ensemble, on repartait. Fait que ça fait en sorte qu'on avait toute hâte aux fins de semaine d'aller passer du temps au chalet, de passer du temps en famille. Fait que non seulement là, on dirait que je parle de mille une chose en même temps, là, mais on dirait que non seulement le snowboard, j'ai découvert ma passion grâce à mes parents qui ont acheté un chalet dans le Nord, mais je pense que ça a fait aussi en sorte que le snowboard a amené, ça a fait en sorte qu'on était une famille vraiment, vraiment proche. Puis je pense que si on enlèverait le chalet et on enlèverait le snowboard, peut-être qu'on serait pas aussi proches l'un et l'autre parce qu'on n'aurait peut-être pas eu autant de péripéties en enfance avant qu'on ait nos jobs de vie et ces affaires-là. Fait que c'est ça. Puis... Mais je voulais revenir, dans le fond, mon frère, côté truc, je vais toujours me souvenir quand j'étais plus jeune, à un moment donné, mon frère était comme, lui, son optique, il voulait que je devienne meilleur. Fait que là, lui, il était comme, tu sais, souvent, mettons, il y a des gars comme, mettons, Charles Reed puis Simon Reed, que eux, ils ont grandi ensemble. Simon est plus vieux que Charles, mais ils sont poussés un l'autre. Les deux faisaient des compétitions. Les deux, ils ont vraiment, vraiment performé à un haut niveau, puis ça a fait vraiment des belles carrières. Moi, mon frère, comme, on a ridé ensemble, mais quand c'est arrivé à l'étape de faire des trucs, moi, j'avais comme le potentiel de que c'est ça que je voulais faire. Mais mon frère, lui, il voulait pas aller dans ce côté-là, mais il trouvait ça excitant de pouvoir m'aider à faire des nouvelles figures. Puis je me souviens, on était de retour au chalet, puis on avait une petite pente, puis il venait de neiger quand même beaucoup de neige, puis il avait construit un job, puis il était comme « Je veux que tu fasses ton premier backflip ». Finalement, on a construit ça, puis là, j'ai fait mon premier backflip dans le cours, j'en ai fait une coupe. Là, après ça, il était comme, bon, ben, ah ouais, on s'en va dans le parc, puis là, tu vas faire un backflip sur un vrai jump. Puis je me souviens, la même journée, je suis allé faire un backflip sur le premier jump. Puis je me souviens, c'est le premier moment que j'ai eu, mettons, de snowboard, que je sentais que j'avais accompli quelque chose. Ouais. Puis c'était nice parce que mon frère, même si c'est pas... C'est dans la même année, là, que t'as commencé? Ouais, c'est la même année que j'ai commencé. Puis mon frère, qu'est-ce qui est cool, c'est que... Ah, c'est la même année. En tout cas, Ouais, proche. Mais mon frère, qu'est-ce qui est cool, c'est que même si c'est pas lui qui a fait le backflip, on avait le feeling qu'on l'avait fait ensemble parce que genre c'est lui qui a construit mon jump, c'est lui qui m'a poussé à le faire. Puis là tu vois, les années après ils ont avancé. Puis là à un moment donné, on se traînait en skidoo. Puis là j'étais rendu un petit peu plus vieux, mais il y avait eu de la neige. Puis on était comme hey, tu vas faire un double backflip. Puis finalement ben j'avais fait un double backflip, mais là j'avais pas amené dans le snowpark, mais j'avais fini que j'avais fait un double backflip sur un petit jump qu'on avait construit que je me faisais traîner en skidoo quand même assez redneck. Puis là, après ça, c'était juste rendu comme, là, let's go. On essaye plein d'affaires. Puis là, c'est là que tout s'est mis un peu à décliquer. Mais là, des backflips, c'était naturel de faire un backflip? Ça? Non, parce que, tu sais, j'étais pas... Même encore à ce jour, tu sais, je suis capable de faire... Tu sais, je suis bon pour faire des backflips. Mais on dirait que, tu sais, quand t'es plus jeune puis tu fais pas encore bien des trucs, on dirait que... Ça, t'as pas pris de cours de gymnastique, toi, plus jeune? Ou Non, c'est juste que, tu sais... plus jeune, on dirait que j'ai toujours été vraiment passionné par tout ce qui était extrême. Mes parents m'ont toujours dit, comme crime, t'as appris à marcher, oui, à un jeune âge, mais comme t'étais pas capable de marcher droit. Genre, comme, c'est pas que j'étais chaud, c'est que c'est comme, genre, je marchais sur la chaîne de trottoir, je sautais les marches. Mes parents me disent toujours, pour vrai, je sais pas à quel âge j'ai commencé à marcher, là, mais on va dire que je sais pas à quel âge qu'un enfant commence à marcher. Tu sais. Caro? Ouais, aidez-nous, là. Aidez-nous. Mais on va dire qu'à 2 ans, tu commences à marcher, ben, on va dire qu'une personne, je sais pas, à 3 ans, t'es censé bien marcher, puis c'est aucun trouble. Mais moi, à 3 ans, non seulement je marchais bien, mais je sautais 4-5 marches. Tu sais, je faisais des affaires que normalement les jeunes ne feraient pas comme tout de suite. Ouais. Fait que, sans dire que j'étais prodige là-dessus, mais c'était plus comme tu voyais que j'aimais ça me faire peur. Tu sais, j'aimais ça pousser mes limites dans peu importe ce que je faisais. Mais l'affaire qui est vraiment drôle, c'est que même encore à ce jour, je suis une personne qui a pas peur des choses que c'est moi qui fais puis que je me sens en contrôle. Fait que, je te donne un exemple. Mon père, quand on était plus jeunes, avec tous mes frères et sœurs, il nous pitchait dans les airs, il nous faisait faire l'hélicoptère ou peu importe comment t'appelles ça. Puis moi, j'étais le premier qui pleurait. J'étais comme arrête. J'aimais pas ça. Il me pitchait dans les airs, il me tournait. Moi, je pleurais. Fait que là, techniquement, sur les 4, c'était moi qui avais l'air comme du peureux là, de la gang, là, parce que mes sœurs, ils tripaient. Mon frère s'est pitché, il n'y avait aucun trouble. On allait à Ronde. Il y a la petite... La chenille, là. Pour enfants, là, on peut dire qu'il y a, tu sais, le monstre, là, t'as le fameux... t'avais comme un monstre, mais pour enfants, là, c'est miniature, là, genre, je l'ai revu dernièrement, puis j'étais comme... good to see you back. Mais genre, ça fait 2 tours, OK?
La pente, là, écoute, c'est d'ici à la fin de la table, là, pour te dire à quel point il n'y a pas de pente, là. Je suis choqué. J'ai tellement crié, puis tellement, genre, comme hurlé quand arrêtez, chaque bavard. Ils ont fait arrêter le manège au premier tour. Comme ils ont arrêté avant le deuxième pour me sortir tellement que j'étais comme hystérique. J'étais comme non, je vais arrêter. Pourquoi? Parce que t'es pas en contrôle? Je sais pas, j'ai pas en contrôle, mais tu sais, tu vois, comme là, à cette heure, je m'en vais à la ronde, je vais faire des affaires de même, je suis capable d'aimer l'adrénaline que ça va me donner. Mais tout ça pour dire que c'est drôle, comme même sur certaines choses, mettons à ce jour, tu sais, mettons, tu vas faire du 4 roues ou peu importe, si j'embarque passager, je vais être capable de te triper, mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ressent ça quand tu conduis pas. Ouais. On dirait que ça fait plus peur, puis t'es pas en contrôle. Mais ça, je l'ai encore, tu sais. Ça va pas m'empêcher de le faire. Mais comme tu vas me dire, OK, prends un motocross puis fais un jump de 100 pieds. Moi, prends le motocross, je vais faire le jump. Mais tu me dis, OK, on s'en va dans les bois, puis là, t'embarques passager, puis on fait telle affaire. On va le faire quand même, mais c'est un autre peur. Fait que, tu sais, il y a bien du monde qui me disent, ouais, mais t'as pas comme le vertige ou quelque chose avec le snow, puis tout. Je suis comme, pour vrai, dans les airs, quand je fais mes trucs, peu importe, si tu ferais pause, puis tu me dirais, OK, là, tu chill, tu fais reculer en bas, j'aurais sûrement le vertige. Je triperais pas. Mais le fait que je suis dans les airs, je suis en contrôle, je fais mes affaires, j'ai zéro peur, je pense même pas à la hauteur que je suis dans les airs. Comme, on construit un jump en haut d'un édifice, que je devrais d'un édifice à un autre, je me sentirais en contrôle, je pense que je penserais même pas au depth que j'ai d'en haut en bas. Mais si tu me fais juste chiller en haut d'un édifice, puis je regarde en bas, puis je me sens pas que je suis en contrôle, un coup de vent peut faire en sorte que je tombe, là, j'ai un certain vertige, tu comprends? Fait que je peux pas dire que j'ai le vertige, là, parce que c'est un vrai vertige, t'es comme pas capable de bouger, que tu te paralyses, on pourrait dire. Mais comme, tu sais, il y a beaucoup de monde qui pense que quand tu fais tous ces sports-là extrêmes, que t'as aucune crainte, t'as aucune peur, je te dirais que non, c'est le contraire. On dirait que je comprends les risques qui peuvent arriver, puis on dirait que, tu sais, j'essaie de calculer mes risques à un certain point, mais en même temps, on s'entend que je m'en suis cassé des os, puis ça fait partie de la job. Là. OK, ben cool pour comment tu t'es mis sur un snow. Mais moi, après ça, un sujet que sûrement tout le monde va se rappeler, c'est ton premier shakedown. Ouais. Quel âge t'avais? 13 ans. 13 ans, puis quand tu m'as dit snow, c'était 6 ans, 9 ans? 9 ans. 9 ans, j'ai commencé. Puis ta mère, là, à te voir faire des jumps en backflip, là, étais-tu comme, ben, fais pas ça, ou genre... Ben, ça qui est cool, c'est que ma mère, elle m'a jamais empêché de rien faire. En voulant dire, comme, même si elle avait peur quand je faisais ces affaires-là, elle m'a jamais comme empêché d'aller dans le snowpark ou faire ces affaires-là. Je veux dire, moi, j'étais là, puis elle me disait comme crime, mon fils, il aime ça faire ces affaires-là. J'étais au courant que je pouvais me faire mal, mais en même temps, elle était comme crime, je peux pas empêcher mon fils d'aller vers la direction que lui, c'est ça qu'il trouve excitant du snowboard. Puis, mais l'affaire que je trouve cool, c'est que quand j'ai commencé à compétitionner à un jeune âge, ma mère était très, stressée pour moi, mais je pense qu'à un moment donné, comme n'importe quel parent, à force d'aller voir ton fils, écoute, c'est sûr, c'est elle qui pourrait répondre mieux à cette question-là que moi, là, mais en bout de ligne, je vais répondre pour toi, maman. Mais je pense que qu'est-ce qu'elle me dit, c'est qu'au début, elle regardait, puis elle trouvait ça excitant, puis elle aimait ça me regarder, etc. Puis elle dit, à travers les années, elle dit, c'est comme, tu sais, autant que même si elle regarde en live sur un ordinateur, elle dit, elle trouve ça de plus en plus stressant à juste regarder. Elle dit pas parce que elle a peur. Je pense qu'il s'agit juste, mettons, c'est la première fois qu'elle a dû te voir vraiment te casser à la gueule, là. C'est sûr que ça a dû rester, elle a dû dire que ça peut arriver, là. T'sais. C'est sûr que quand je me blessais, c'est sûr que, tu sais, le petit cœur de mom, tu sais, je veux dire, qui veut le meilleur pour ses enfants, c'est sûr que ça doit faire mal. Mais une chose qui est cool, c'est que même encore à ce jour, quand elle me regarde compétitionner, elle est stressée pour moi parce qu'elle veut que je fasse bien, mais elle n'est pas stressée parce qu'elle a peur que je me blesse. Puis ça, c'est cool parce que, mettons, si tu regardes ton fils faire son sport, sa carrière, mais t'es pas à le regarder parce que tu as tout le temps peur qu'il se fasse mal. Là, t'es pas capable d'apprécier finalement là, la beauté du sport. Là. Fait que je trouve ça quand même cool que mes deux parents sont capables de regarder mon sport. Puis, tu sais, si on revient au shakedown, j'avais 13 ans. Je suis rentré comme un amateur. On allait là avec... écoute, moi, j'étais zéro stressé. Pourquoi j'étais pas stressé? Parce que je m'en allais avec aucune attente. Je savais même pas. Moi, dans ma tête, j'étais comme crime. Je vais faire mes runs, puis sûrement ce sera pas assez, puis ça sera ça qui est ça.
Finalement, ben non, j'avais réussi à me qualifier, puis je suis rendu avec les pros, puis finalement, j'ai gagné. Mais tu sais, c'est comme. Il n'y avait pas eu de quoi avec Maxeno? T'avais pas remplacé Maxeno? Ou... Ben, Maxeno, dans le fond, qui est un de mes bons amis, mais aussi qui a été slash un coach, un mentor, slash Max, c'est un ancien pro rider aussi en snow. Fait que, tu sais, quand il était plus jeune, moi, j'ai commencé à rider pour O'Neill, puis O'Neill, dans le fond, Max était le team manager ici au Nord-Amérique. Fait que quand il m'a embarqué on board, ben moi, je ridais beaucoup avec Max. Fait qu'on a commencé à voyager ensemble, mais que moi, lui, qu'est-ce qu'il faisait, je le copiais un peu. Fait que c'est devenu pour ça que je dis que c'était un peu mon mentor, mon modèle, là, de qu'est-ce que je me basais pour apprendre mes trucs, etc. Fait que Max, il était invité au shakedown, mais il était invité en tant que pro. Fait que lui, il avait sa place directement en semi-finale, mais lui, il s'était blessé au dos. Puis si je ne me trompe pas, cette année-là, l'inscription pour le shakedown pour les amateurs était complète. Okay. Il y avait 100 amateurs qui avaient le droit de se qualifier. Puis là, Max, il a réussi à faire en sorte, écoute, moi, je veux donner mon spot à Seb. Je le sais que Seb, c'est pas un pro, fait que Seb, il n'a pas le droit de se faire mettre directement en semi-finale. Mais il a fait en sorte que j'ai réussi à avoir ma place amateur. Fait que finalement, on s'attendait à rien, comme j'ai dit. Puis j'ai réussi à faire ma place à travers les amateurs. J'ai fini top 3. C'est le top 3 qui s'en allait avec les pros le lendemain. Tu te souviens-tu c'était qui était le top 3? Je me souviens plus c'était qui le top 3 pour vrai. Je me souviens, moi j'avais terminé deuxième, mais je me souviens, pour vrai ça fait tellement longtemps. Là. Comme je me souviens du podium final, mais je me souviens plus du top 3 amateur. Écoute, il y a peut-être du monde qui écoute là, présentement. Là, Hugues va nous le dire. Ouais, Hugues va nous le dire, ça c'est sûr. Mais ouais, fait que c'est là que ça a commencé. Là. Fait que après ça, c'est là que j'ai commencé à avoir des commanditaires. Fait qu'après, t'as acheté une R8, c'est ça? À 13 ans, là, acheté ma R8. Non, mais c'est drôle parce que R8 en partant. Je me souviens, par exemple, il y a beaucoup de monde qui me dit ça, quand t'as 13 ans, là, tu viens de gagner 10 000 $. Ouais, est-ce que 10 000 $, ça change ta vie? Non, mais à 13 ans, 10 000 $ dans ton compte de banque, c'est quand même de quoi que pas grand jeune a. Ouais. Puis c'est quand même cool parce que on dirait que ça m'a appris tout de suite la valeur de l'argent comme à un jeune âge parce que c'est beaucoup d'argent, c'est mon argent. Mais mes parents, en même temps, ils étaient là pour m'aider un peu à faire qu'est-ce que je voulais faire avec cet argent-là. Puis moi, effectivement, il y avait des choses que je voulais, puis je voulais en profiter. Fait que je m'étais acheté un motocross, un 85cc. J'ai toujours rêvé d'avoir un motocross, fait que je me suis acheté mon propre motocross. Puis je voulais un vélo un peu comme un hardtail, là, fait que entre semi-park, whatever, dirt bike. Là, fait que je m'étais acheté ça aussi. Puis le reste, je l'ai juste mis dans des affaires, on peut dire que c'était des petits placements. Fait que c'est ça m'a juste comme appris à dire comme, garde, tu peux t'amuser avec ton argent, mais dépense-la pas toute non plus. Puis là, après ça, c'est ça. Après ça, tu sais, c'est là que ça a comme ouvert la porte à ce que je fasse des affiliations avec d'autres compagnies. Que c'était pas encore monétairement des contrats qui me donnaient des salaires, mais c'était quand même de l'argent qui faisait en sorte que ça m'aidait à voyager. Parce que, mettons, c'est niaiseux, mais tu sais, mes parents, je veux dire, on est 4 enfants, fait que je veux dire, ils peuvent pas dire OK, on va mettre notre argent de côté juste pour aider Seb à faire sa carrière, puis les autres enfants, ils se feront pas aider dans peu importe le milieu qui s'en vont. Fait que oui, ils étaient prêts à m'aider, mais en même temps, la chance que j'ai eue de travailler avec des compagnies à un jeune âge qui m'ont pris un peu sur leur aile, ils m'ont tout de suite aidé avec le travel budget pour commencer à voyager. Puis ça, c'était vraiment l'ultime. Tu sais, quand t'as 13, 14 ans, je veux dire, d'avoir un salaire qui rentre, t'as pas vraiment t'as rien à payer. Là. Je veux dire, j'habitais chez mes parents, puis je veux dire, en bout de ligne, tout était gratuit, là, on pourrait dire. Fait que là, pour les voyagements, par exemple, les coûts que ça engendrait, les billets d'avion, les hôtels, la nourriture, toutes ces affaires-là, ça aurait fait beaucoup d'argent à mes parents de débourser pour que moi, je débute mon rêve, finalement. Fait que j'ai eu la chance, à travers le shakedown, de faire des partnerships comme avec O'Neill, de pouvoir commencer à voyager à un jeune âge. Puis là, au début, tu sais, il y avait bien des compagnies où il y avait bien du monde qui disait « Ah, c'est peut-être de la chance, j'ai gagné le shakedown, il est encore jeune. » Puis c'est vrai, là, à 13 ans, je veux dire, tu peux pas parier sur une personne. Tu peux juste dire « Oui, il a du talent. Oui, il a gagné le shakedown. » Mais, tu sais, le snowboard, c'est plus que juste les résultats. Tu sais, je veux dire... Comment que tu sais, à cet âge-là, là, j'étais gêné, je parlais pas encore anglais, j'avais pas ma personnalité. Quand le monde me parlait, tu sais, oui, je répondais aux affaires, sinon mes parents étaient quand même beaucoup dans ma vie. Fait que ça faisait en sorte que les compagnies, il y avait de l'intérêt envers moi parce qu'ils voyaient que
j'avais l'air d'un kid cool puis qui était pas de trouble. Mais encore là, les compagnies, pourquoi ils veulent investir dans des athlètes, dans les sports, etc. Le but, c'est de construire une image puis de faire en sorte que c'est donnant-donnant, tu sais. Je veux dire, eux, ils vont m'aider, ils vont me donner le financement que j'ai besoin de faire mes saisons, etc. Mais en bout de ligne, eux autres, tu sais, eux autres veulent vendre plus de matériel, veulent faire tout ça. Fait que quand tu te mets à comprendre tout ça en vieillissant, mais là, c'est là que ça s'est mis à marcher mes affaires parce que je me suis mis à voyager, je me suis mis à faire bien des compétitions internationales, là, j'ai commencé à faire ma place à travers les pros. Fait que tu sais, je dis tout le temps qu'à l'âge de 15 ans, je suis vraiment devenu pro parce que c'est là que c'est comme, là j'avais des commanditaires sérieux, puis là c'était plus comme, ok c'était une chance, j'avais fait mes preuves. Puis Red Bull est arrivé quand? Red Bull dans le fond, ils ont commencé à me supporter quand j'avais 15 ans, mais j'étais pas encore... C'était pas affiché que j'étais avec Red Bull. Ça reste que les energy drinks, c'était très récent à ce moment-là. J'étais un des premiers athlètes dans ce temps-là qui voulait signer, qui était à un très bas âge, qu'on pourrait dire. Puis, à 16 ans, j'ai signé avec Red Bull. Là, c'était officiel, mais ils m'ont aidé plusieurs années avant que je signe avec eux pour m'aider à voyager, etc., toutes ces affaires-là. Fait que c'était vraiment cool. Puis, une chose... On dirait, là, je vais faire un parallèle pour Red Bull là-dessus parce que je trouve que c'est quelque chose qui m'a marqué puis ça va toujours rester à jamais comment mes débuts que j'ai eu avec Red Bull. Mais pour montrer à quel point c'est une compagnie qui font comme les choses de la bonne façon, c'est que quand j'avais 16 ans, j'étais au Herrenstall à Innsbruck puis j'ai eu une des plus grosses, ma plus grosse blessure en carrière. J'avais complètement overshooté le jump en pratique. Fait que j'avais pris trop de vitesse puis j'avais manqué l'atterrissage complète. Puis les scientifiques, qu'on pourrait dire, ils ont comme un peu refait mon crash. Puis relativement, c'est comme j'aurais tombé de 7 étages à du plat. Fait que c'est quand même rien. C'est vraiment gros comme crash que j'ai eu. Ouais. Je m'étais cassé la cheville, je m'étais blessé à la mâchoire, je m'étais cassé le poignet. Mais ça reste que c'était quand même rien. Quand j'aurais pu mourir, j'aurais pu faire des blessures beaucoup plus graves. Tout ça pour dire que je me suis ramassé à l'hôpital à Innsbruck, en Autriche. Puis c'est là-bas que j'ai reçu une opération dans le fond pour ma cheville. Puis ça donnait bien que là-bas, c'était vraiment des bons spécialistes pour les chevilles. Fait que j'ai fait mon opération là-bas pour pas perdre de temps. Puis à mon réveil de l'opération, ou c'était avant mon opération, ben Red Bull, dans le fond, m'ont fait la surprise. Ils m'ont amené mon casque Red Bull finalement à l'hôpital pour m'en montrer que j'étais rendu le nouveau member sur Red Bull. Puis j'avais pas à m'en faire, que j'étais blessé, que ça changeait rien dans la discussion. Fait que, encore à ce jour, je trouve, tu sais, ça fait vraiment, depuis que j'ai 16 ans, là, j'ai 28 que je suis avec Red Bull, fait que ça fait des années que j'étais avec eux, mais ça montre à quel point que la compagnie voulait travailler avec moi, puis que, fait que c'était cool comme début. Là. Nice, puis pour revenir bien vite, là, 13 ans, tu gagnes le shakedown à 13 ans. Tu commences le secondaire à quel âge? Moi, le secondaire, à 13 ans, j'étais en secondaire 1. C'est ça, man, c'est que tu rentres au secondaire que toi, t'as fait comme moi le ski planche. Ouais. Tu rentres en ski planche secondaire 1, t'as gagné le shakedown. Est-ce que les... Oh, excusez. En fait, on peut dire ce qu'on veut dans ce podcast-là. Ben oui. Hein? Fuck la COVID. Mais dans le fond, tu rentres au shakedown. Moi, j'imagine juste si je rentre secondaire 1 en ski planche, j'ai gagné le shakedown. C'était tellement filé comme le king. Genre. Ben, c'est drôle parce que, tu sais, j'ai toujours été une personne qui était... Terre à terre. Merci, mais genre, comme, qu'est-ce que je veux dire, c'est que j'étais pas une personne timide, mais j'étais pas non plus le gars qui prenait le plus de place. Fait que, quand j'ai gagné le shakedown, on dirait que le monde était vraiment content pour moi, puis oui, j'avais beaucoup plus d'attention qu'avant que j'avais sur moi. Moi, j'étais quand même un gars qui avait quand même beaucoup d'amis, mais j'étais un gars hyper sportif, fait que mes chums, c'était beaucoup des sportifs. Mais j'étais comme un ami avec tout le monde. Tu sais, on dirait à l'école, il y avait des clics, t'avais des clics, des coups, les ci, les ça. Moi, j'étais comme un peu quand même genre neutral qui faisait en sorte que, oui, j'étais avec la clique des sportifs, mais je me mixais avec tout le monde. Mais j'étais pas un gars qui parlait haut et fort, mais quand j'avais de quoi à dire, tu sais, je le disais. Fait que comme, tout ça pour dire que quand j'ai gagné le shakedown, ça m'a donné une attention quand même immense.
non seulement pas juste sur, tu sais, t'es en secondaire 1, mais là, t'as les secondaires 5, eux autres, Ils te voient. là, t'es comme, OK, là, moi, le shakedown, je vais à chaque année, puis là, le kid en secondaire 1, il vient de gagner, là. Fait que là, c'est sûr, ça m'a donné peut-être une attention qui est pas juste sur mon année, ça m'a donné une attention sur toute l'école au complet. Mais je pense que c'est cool que j'aille ça à un jeune âge, parce que ça m'a juste fait découvrir que, oui, effectivement, ça t'amène un genre de fame, de faire bien, on va dire, dans les compétitions de ces affaires-là. Mais tu sais, dans ce temps-là, là, il n'y avait pas encore de Facebook, puis d'Instagram, puis toutes ces affaires-là. Fait que c'était vraiment comme qui tu voyais, puis le monde qui te parlait. Puis j'ai trouvé ça cool parce que ça m'a juste comme appris, dans le fond, que on est tous bons dans quelque chose. Puis moi, ça a donné que je suis bon dans quelque chose qui fait en sorte que il y a plus de monde qui peut le voir parce que c'est des plateformes internationales, etc. Ouais. Mais ça fait pas de moi un surhumain ou ça fait pas de moi une meilleure Personne comme qu'une autre, au-dessus, ça me mettait pas au-dessus du monde. Moi je me voyais de même puis je me vois encore de même aujourd'hui. Puis mais ouais, effectivement, c'était quand même un thrill, je veux dire, revenir à l'école puis tu venais de gagner quand même l'une des plus grosses compétitions de snowboard, je veux dire, au Nord-Amérique, puis t'as 13 ans, puis là, t'es comme là, tu retournes voir tes chums, puis ta fin de semaine, toi, c'est comme, bah, Acheter le motocross, man! ouais, tu sais, je suis comme, écoute, j'ai gagné le check-down, j'achète le motocross. Fait que c'est sûr que, je pense, c'est sûr, c'est un moment que je vais toujours me souvenir, là, c'est l'élément déclencheur de ma carrière. Là. Mais ça, c'est cool. Fait que, tu sais, pour ceux qui savent pas c'est quoi, Félix Leclerc, le ski planche, c'est secondaire 1, 2, 3. On fait genre 25 jours de snow par année. Tu passes devant l'école, tu vois le monde s'en aller en cours, puis on est juste en pyjama dans l'autobus, puis on ramasse le monde de ce coin-là, puis on est comme, yeah, on va rider. Ouais. Fait que toi, t'es allé là-bas, mais je me trompe pas, toi, t'allais avec Max, non? Max, il venait à la montagne, puis il pratiquait, genre? Moi, dans le fond, c'est qu'à Félix Leclerc, fait que durant l'hiver, comme tu dis, c'était 2 jours semaine qu'on allait rider à Saint-Côme. Fait que c'est drôle que, tu sais, on allait à Saint-Côme, puis c'était ma montagne que je ridais tous les week-ends. Puis Saint-Côme, dans ces années-là, c'était quand même une des montagnes qui avait un des plus hot snowparks au Québec, côté jump surtout. Fait que ça m'a appris à jumper, comme faire les plus gros jumps. Puis je pense que c'est ça qui m'a donné un bon, pas un avantage, mais qui m'a donné une bonne base pour arriver au shakedown puis faire. Parce que tu sais, on s'entend qu'au Québec, on n'a pas les plus gros jumps quand tu te compares des snowparks au monde. Mais dans ces temps-là, les jumps avaient quand même une belle grosseur à 50. Fait que les 2 jours qu'on avait avec Félix Leclerc, quand on allait à la montagne, comment ça fonctionnait, c'était t'étais splitté en 2. Fait qu'il y avait des groupes qui étaient avancés, puis il y avait des groupes qui étaient amateurs, puis peut-être qu'il y a un troisième Ouais, groupe. il y avait comme débutant, tu descends les pistes, tu avais intermédiaire, tu fais des pistes, une petite run dans le parc, puis tu avais parc C'est ça. toutes les runs. Fait que moi, j'étais dans le parc toutes les runs, mais comment que ça marchait, c'est que, OK, là, t'avais un coach. Puis C'était là, pas Seb Gagnon dans ce temps-là? non, c'est pas Seb Gagnon. C'était Félix. Félix, je m'excuse de pas se souvenir de ton nom de famille, mais Coach Félix. Félix, dans le fond, moi, je le connaissais bien parce que il m'avait déjà coaché à un plus jeune âge dans un genre de camp que j'avais fait, qui avait eu lieu à Saint-Côme aussi. En tout cas, tout ça pour dire que on avait un coach, puis la journée était splittée en 2. Fait que soit tu avais le matin ou tu avais l'après-midi de libre. Fait que moi, j'aimais ça, je pouvais aller dans le snowpark, je faisais ce que je voulais. Mais tu étais obligé, tu sais, ça reste qu'on était à l'école quand même, tu étais obligé d'avoir l'avant-midi ou l'après-midi avec l'entraîneur. Là, avec mes parents, on est arrivé à un compte que c'était comme, tu sais, c'était cool. Oui, j'étais dans la section avancée, oui, je pouvais faire le snow. Mais les cours qu'ils nous donnaient, c'était quand même plus de base pour moi. Mettons, au niveau où j'étais rendu, même si c'était juste 13 ans, c'était quand même un niveau qui était genre hors du commun, mettons, pour le monde de mon âge à ce niveau-là, à cet âge-là. Puis, fait que là, je me suis arrangé avec mes parents, je dis, écoute, je dis, Max, il est mon team manager chez O'Neill, mais lui, il me donne l'option que tous les 2 jours que j'ai de riding à Félix Leclerc, au lieu d'y aller avec l'école, j'irai avec Max. Fait que ça ferait en sorte que moi, au lieu d'avoir la moitié de la journée que je suis libre, là, j'aurai la journée au complet que je suis libre, mais avec Max. Fait que c'est dans le but que je peux m'entraîner plus pour devenir meilleur. Puis c'est un peu ça pourquoi je suis allé à l'école de Félix Leclerc. Parce que, tu sais, si dans le fond, je suis à la montagne, mais là, je perds la moitié de ma journée à faire des affaires que je sais déjà faire. Mais t'as pas trouvé ça plate un peu de juste passer le temps avec Max, pas un peu de rider avec tes chums? Ou... C'est sûr que... Qui était avec Kev Massé? Non, Kev, il est à l'amitié, à l'Assomption, mais comme c'est sûr que
c'était différent parce que tu sais, il y avait bien de mes chums aussi qui me trouvaient chanceux parce que les autres avec les cours, ça les intéressait un peu moins. Mais ça reste, faut pas oublier qu'il y avait une moitié de la journée qu'il y en avait qui étaient en libre. Fait que même si je suis allé avec Max, je pouvais quand même voir mes chums. Là, Ouais, tu sais, je veux dire, toi, tu sais, on est sur la montagne, là, fait que je prenais pas juste la chaise avec Max puis je voyais pas mon école. Je voyais quand même l'école, mes amis, tout. Mais le monde comprenait, là, tu sais, je veux dire, le monde le savait que j'étais meilleur. Tu sais, je veux pas dire que j'étais plus avancé, là. Fait que, en bout de ligne, ça a pas fait de froid. L'école a accepté. Mes parents ont accepté. Puis ça, c'était l'affaire ultime, là. J'étais content que mes parents, comme, veulent. Parce que, tu sais, quand je leur ai expliqué, j'étais comme, tu sais, moi, j'ai décidé de m'inscrire à cette école-là parce que je voulais rider plus. Puis je voulais avoir plus d'opportunités de pouvoir, comme, apprendre les figures, etc. Puis là, je filais juste que, avec le programme de l'école, oui, je passais plus de temps sur mon snow, mais ça m'empêchait d'évoluer peut-être plus vite, là, à travers tout ça. Gorgé. Fait que cheers. Cheers. Puis c'est ça. c'est ça, dans le fond, non mais là à travers ça, ben là c'est devenu un peu compliqué avec l'école parce que là je me suis mis à voyager plus, je me suis mis à compétitionner. Après ça, ben tu sais, je faisais l'école par correspondance, là je voyais moins mes chums à la maison. Ma vie d'adulte, on pourrait dire, est arrivée vite. Comme, même si j'habitais encore chez mes parents, là, je me retrouvais à avoir une gestion de beaucoup de choses. Mes parents m'ont beaucoup aidé à travers tout ça. Mais là, okay, c'est booker des vols à toutes les semaines, après ça, des hôtels à toutes les semaines. Quand j'étais en voyage, j'étais tout le temps avec du monde plus vieux. Oui, ma mère, elle m'a accompagné dans les premiers couples de voyage. Mais après ça, je voyageais avec Max ou avec d'autres mondes qui étaient beaucoup plus âgés que moi. Fait que ça fait en sorte que t'apprends avec du monde qui sont plus âgés que toi, ben quand t'es dans une maison, c'est comme, garde, t'apprends à te ramasser, t'apprends à te faire manger, t'apprends... T'es-tu fait un peu, tu sais, on dirait tout le temps dans les skate teams ou quoi que ce soit, les jeunes, ils se font tout le temps, ils se font pas ramasser, mais c'est lui que tu taquines le plus, là. T'es-tu fait, t'en as-tu bavé pas mal? Ouais, c'est sûr que, tu sais, je me suis fait peut-être taquiner par-ci par-là, mais je pense que dans ce temps-là, tu sais, j'étais tellement jeune, la différence d'âge était tellement élevée c'est ça. que... On dirait qu'ils n'ont pas eu le temps. On dirait qu'ils n'ont pas eu le temps de me... Mettons, on va dire que... Tu sais, là, j'ai 28. On dirait on y va avec un de mes commanditaires. On s'en va à un team... un voyage de team à quelque part. Puis là, finalement, il y a un nouveau member sur l'équipe que, je sais pas, il y a 16 ans. Ben, c'est sûr qu'on va le niaiser, tu sais. Mais on dirait que quand t'as 13 ans, 14 ans... C'est comme un drôle d'âge. Comme tu peux te faire niaiser, mais jusqu'à un certain niveau, là, tu comprends? Je comprends. Fait que, on dirait que quand je suis arrivé à 16 ans... J'avais pu à me faire niaiser parce que c'est comme si ça faisait déjà 5 ans que j'étais dans l'industrie, tu sais. Fait que c'est ça la différence qui est arrivée. Comme pour moi, ça a quand même tellement commencé tôt que ça a fait en sorte que on dirait qu'à 16 ans, 17, j'étais déjà comme une personne, on dirait qu'il avait 25, mais c'est pas, tu sais, c'était pas ça, mais on dirait que c'est ça que le monde ressentait, je pense, le fait que j'étais déjà comme alentour. Puis tu sais, de nos jours, là, des kids de 13, 14, 15 ans, il y en a beaucoup, puis comme la tranche d'âge, il a vraiment comme descendu. Mais dans mon temps, là, 13 ans, là, j'étais vraiment le plus jeune, mais de loin, là, tu sais, je veux dire, le monde avait plus comme 20 à 25. Là, fait que, tu sais, moi, j'étais tout le temps avec du monde plus vieux. Mais en même temps, ça m'a fait réaliser bien des choses de la vie. Puis j'ai comme, on dirait, j'ai peut-être grow up un petit peu plus vite que mes chums, là, tu sais, je veux dire, quand t'étais à l'école, puis tu côtoies du monde de ton âge tout le temps. C'est sûr que, regarde, t'évolues de même. Ça a fait en sorte que mon enfance, j'ai moins passé de temps avec du monde de mon âge, oui, effectivement. Fait que, en revenant en arrière, comme c'est un petit côté peut-être que j'ai manqué avec mes chums, tu sais, à l'école, de pouvoir comme, plus comme grow up avec eux. Mais en même temps, ça m'a tellement appris d'autres facettes de la vie que j'aurais appris comme plus tard. Là, tu sais. Cool. Ouais. Excusez. Je suis rendu aux questions rafales. Ouais. Ouais. Let's go. J'ai appelé bien du monde, là. J'ai appelé... j'ai écrit à Sally, j'ai écrit à Seb Gagnon, j'ai écrit à ta sœur. Fait que, dans le fond, ça, c'est que je te pose des questions, me répondre le plus vite possible. That's it. Drake ou Post Malone? Post Malone. Saint-Côme ou Saint-Sauveur? 50. Red Bull ou Red Bull sans sucre? Red Bull. Ton rider préféré mondial? Travis Rice, David Benedek. Il y en a deux, mais forever David Benedek. David Benedek. Ok, je connais pas. Rebel Food, tous ces films-là, c'est. En tout cas. Puis, rider préféré local? Rider préféré local. Aïe, pour vrai, il y en a tellement, mais. Je dirais Jason Dubois. Ah ouais? Ouais, Young Jay.
Ton trick préféré? Mon trick préféré, backside rodeo 7. Ben, sur un jump, là. OK, puis sur un rail? Sur un rail, ça serait nollie backtail. Un backflip, là, mais Sick. Bœuf ou poulet? poulet. Ta pire blessure situelle que tu as dit tantôt? Pire blessure, ouais, ça serait mon accident que j'ai eu à 16 ans quand j'ai overshooté, là, la cheville, le T'avais poignet. 16 ans? J'avais 16 Ouais, ans, c'est vrai, mais... Ouais, c'est ma plus grosse blessure. Ouais, OK. Monopoly ou Scrabble? Scrabble. En général. Attends, à Scrabble, je vais faire un shout-out Hey, à... t'as pas le droit de dire shout-out. Non? Non, faut que tu donnes 5$ à Protect Our Winter quand on dit le mot shout-out. Ben, je veux pas dire shout-out de bon. Ben oui, je vais donner 5$. Je vais dire shout-out encore, fait que je vais donner un autre 5$ à Kevin Raphaël parce qu'on joue au Scrabble en ligne. Puis la dernière fois qu'il a fait son podcast, il disait qu'il me donnait une volée. Je voulais juste dire, Kev, que présentement, c'est moi qui lead en victoire. Fait que... c'est ça. En général, frontside ou backside? Backside. Backside. Skateboard ou wake surf? Ah ben, je dirais wake surf juste parce que maintenant... Ça arrive moins souvent, hein? C'est plus chill, moins de Ouais. blessures, etc. Mais j'adore le skate. Là, je veux dire. J'ai plus fait de skate dans ma vie que du wake surf. OK. Audi ou Porsche? Audi. Ben là, faut que je dise Audi. Là, je veux dire, j'ai eu des R8. Je veux dire, j'ai eu une R8. Mais en même temps, j'ai un Porsche aussi. Fait que... C'est Sally qui m'a dit de rire. Big Air ou Slopestyle? Sauf ça. Slopestyle. Biggie ou Tupac? Biggie. Biggie. C'est tough, là. Tantôt, tu m'as dit Drake ou Post Malone. Genre, Ouais. c'est comme mes deux rappeurs préférés. Là. Mais ça, c'était les questions rafales, en gros. Fait que, That's it. Ouais. C'était ça assez vite. Ouais, c'était parfait. That's it. Là, ça, c'est depuis le dernier podcast, il y a un nouveau segment qui ça s'appelle Explique-moi donc ça. Ouais. Fait que dans le fond, c'est des photos. Je vais te montrer des photos, on va les mettre au montage en vidéo, mais en audio, on va essayer de vous expliquer un peu la photo pour eux qui l'écoutent dans leur char ou quoi que ce soit. OK. Fait que ta mère m'a sorti des photos, Caro m'a sorti des photos, Jessie m'a sorti des photos. Je n'ai pas beaucoup, j'ai juste pris 3, là, j'ai pris les 3 qui m'intéressaient le plus. Fait que on va y aller avec la première photo. Oh! Ben, je vais t'expliquer ça. Ça, dans le fond, c'est une photo. J'avais fait un projet avec Sunset Film. On était à Mammoth, en Californie. Puis, on a décidé de faire les personnages. Donc, on avait fait... j'avais amené différents outfits. Puis, j'avais fait un character qui était genre le gangster. Il y en avait un qui c'était le rocker. Puis, il y en avait un qui c'était le old school. Fait que ça, c'est une photo quand j'étais habillé en old T'as school. l'air Fait jeune que- là-dessus, pareil, hein? Écoute, ça fait quand même longtemps, là, ça doit faire quand même 6 ou 7 ans là, de ça. Puis, il y a une photo, je voudrais la trouver, mais je fais un genre de crawl sur un jump de side de piste, puis je te le dis avec les couleurs, on dirait vraiment que c'est une photo qui a été prise, là, je sais pas, là, vraiment dans le temps de Jake Burton, puis tout, quand que C'est ça ça. commençait. Là. Celle-là, on dirait que ça va bien expliquer pour qu'est-ce qu'on a dit avant. Hey, ça, c'est exactement le board que j'ai commencé, qui est vert. Ouais. Puis, Hey, t'es plus straight que ça, tu meurs, là. pour vrai, comme ça dans le parc, le monde m'appelait la petite boule bleue. Parce que j'avais mon petit outfit tout bleu, puis j'avais un gros casse noir. Puis je me souviens, là, il y avait le monde dans le parc était beaucoup plus vieux que moi, puis moi j'étais tout petit là en plus. Puis il y avait tout. Il te voyait arriver. Non, mais sur le avant jump. ça, là, le monde, il n'y a pas de l'intimidation. Il était comme, hey, t'as de là, le kid, on leur dit comme, ta place n'est pas ici, tu sais. Puis là, finalement, genre, ils me voyaient pogner. Tu sais, je prenais tous les jumps, puis il y avait des jumps à 50 qui étaient en gros que le monde avait peur de prendre. Mais moi, j'ai pogné toutes. Puis je partais de plus haut que tout le monde. Puis là, le monde était comme, aïe, t'as-tu vu la petite boule bleue? genre? Ouais, mais je vois le genre. Hey, mais t'es straight, là. Ah, mais écoute, j'étais pas encore rendu à faire des grabs, mais les premiers grabs que je faisais, c'était genre des Steffi. Puis, Ouais. ouais, c'était bien à la mode dans ce temps-là. L'autre photo est vraiment. J'ai hâte de voir si tu vas m'expliquer ça, là. Yep, boy! Ben, c'est sûr, c'est moi, ça. Moi, j'aime la chaîne. La chaîne, là, tabarnak. Mais moi, c'est tes cheveux, en fait, là. Ben, je sais pas si c'est parce que j'essayais d'aller vers le blond ou vers le vert, on le sait pas. Dans le fond, C'est pas. je sais qu'à un moment donné, des fois, on se bleachait les cheveux, là, moi, mon frère, peut-être même Tu mes sais pas pourquoi sœurs. ils sont virés verts?
Ben, d'après moi, j'ai pogné bien du soleil cette année-là. Ben, moi, c'est Caro qui m'a envoyé ça, puis elle m'a dit que c'est la piscine. Ah, ben ça se peut. Ouais, le chlore avec les cheveux bleachés, ça vire vert. Fait que, ben c'est ça. C'est pour ça que je bois le nouveau Summer Edition. Regarde, Bon. c'est concept. Je savais que t'allais montrer ça. Hey, mais pour vrai, hein? Mais, tu sais, avoue, là, il y a tout le temps il y a eu une mode, là, à un moment donné, là, tout le monde, même encore là. Il y en a qui sont encore sur cette mode-là Ouais. de nos jours. Là. Fait que, mais ouais, je portais tout le temps des chaînes aussi. Je sais pas pourquoi. C'est parti. T'en as plus, là? Des Non. médailles. Ouais, c'est ça, les médailles. Switcher Ouais. des médailles. Le gars, il porte ses médailles. Fait que là, dans le fond, je suis déjà rendu aux questions du public, mais avant d'aller dans les questions du public, on n'a pas parlé des Olympiques. Ouais. Ah, je veux pas en parler. Non? Ok. Mais hey, je vais faire comme veston cravate là, avec mon petit signe TVA. C'est comment gagner les Olympiques, Sébastien? C'est comment? Ben, écoute, c'est le fun. Non, mais, tu sais, pour vrai, c'est une question que, oui, je me suis fait poser souvent, puis il n'y a pas, comme c'est dur de répondre, comme, tu sais, il y a des choses que tu peux pas l'expliquer en mots, parce que, tu sais, je suis habitué de compétitionner depuis des années, je compétitionne, puis oui, quand j'étais plus jeune, les X Games, pour moi, c'était la plus grosse compétition que je pouvais comme avoir dans mon sport. Fait que mon objectif ou mon rêve, c'était d'aller aux X Games. Puis si je allais être invité aux X Games, c'était de gagner une médaille éventuellement, etc. Puis là, à travers les années, ben là, tu vois, les Olympiques, ils ont rajouté le snowboard en slopestyle puis le big air. Puis pour moi, c'est sûr que c'est devenu après ça sur mon objectif de dire, écoute, j'aimerais ça aller aux Olympiques parce que tous les sportifs de n'importe quel sport, même si ton sport n'est pas aux Olympiques, quand tu regardes les Olympiques, tu te vois être là. Puis ça reste que tu sais, c'est un sport qui est basé beaucoup sur les commanditaires, qui fait en sorte que sans les commanditaires, c'est impossible pratiquement de faire ce qu'on fait. Tu sais. Je m'explique, en voulant dire ça coûte des sous une carrière de snowboard puis passer au travers. Fait que oui, si tu as beaucoup de sous, puis tu te dis, ah ben moi j'ai pas besoin de commanditaires, ok, tu pourrais faire la saison, mais en général, si t'as pas les commanditaires qui te supportent, c'est très dur de faire une saison complète. Puis, ça pour dire que quand tu arrives aux Olympiques, puis tu es là pour représenter le Canada, là on dirait que comme c'est la seule compétition que j'ai participé dans ma vie, que là-bas, t'as pas le droit de mettre de l'avant tes commanditaires, etc. C'est tout comme. Ouais, t'as pas le droit, hein? Non, c'est vraiment comme les compagnies. Les peux compagnies écrire de commanditent l'équipe canadienne. Ouais. Tu peux écrire de quoi sur ton board, hein? Écoute, techniquement, t'es censé comme. neutre. T'es censé être neutre, t'es comme la planche que t'as en dessous de tes pieds. Oui, c'est le graphique. Quand tu vas avoir des graphiques de l'année prochaine, c'est vraiment les graphiques qui se vendent en Il n'y a magasin. aucune promotion qui se fait. Là. Parce que moi, je me rappelle juste d'un dude qui avait écrit Free Meat Meal sur son board. Ouais. Ça, c'est malade. Là. Fait que tu sais, écoute, il y a certains de mes commanditaires, tu sais, mettons, aux clés, que les lunettes, je veux dire, oui, effectivement, j'avais des lunettes aux clés. Mais tout le monde a la même. Mais tu vois, comme le logo de Oakley, normalement, il est plus gros. Mais là, ils ont une restriction à quel point le logo peut être gros. Fait que, tu sais, il y a vraiment des restrictions. Fait il y a des choses pourquoi ça a pris autant de temps que notre sport se rende aux Olympiques. C'est que il y a des choses que nous, on veut pas perdre du snowboard. Puis il y a des restrictions aussi qui viennent en sorte que oui, ça a l'avantage peut-être tu sais, c'est une plateforme gigantesque, là, on se cachera pas, c'est mondial. Mais en même temps, tu sais, moi, je trouve ça un petit peu injuste parce que j'ai mes commanditaires, qu'eux autres ont investi tout cet argent-là en moi pour m'amener à cette étape-là. Puis là, à l'étape que je performe, tu sais, je peux pas comme montrer que c'est grâce à eux que je suis rendu là aussi. Oui, tu as le before, puis le avant, le après, que ça fait un impact gigantesque. Fait que oui, pour mes commanditaires que je suis aux Olympiques, c'est toute l'exposure que tu vas avoir avant et après, c'est gigantesque. Fait qu'en bout de ligne, ils vont le regagner quand même. Mais tout ça pour dire que pour mon expérience, quand tu arrives au jeu, qu'est-ce qui est trippant, c'est que c'est la première fois que je compétitionnais, puis c'était juste comme, OK, là, je suis là, puis je suis là pour représenter mon pays, tu sais. Ouais. Puis c'est nice parce que, oui, OK, j'ai mes fans, puis j'ai du monde qui aime le snowboard, qui vont regarder tous mes commanditaires, puis le monde qui écoute les X-Games, c'est des fans de sport extrême. Mais quand tu es aux Olympiques, là, le monde entier t'écoute. Puis de sentir que tu le sens vraiment, là, que tu as le Canada au complet là, qui te suit puis qui veulent que tu fasses bien. Puis je pense que c'est le petit côté que j'ai pas quand je compétitionne ailleurs, que je trouve qui rend la chose encore plus trippant. Parce que
peu importe ce que tu vas écrire, peu importe ce que tu vas partager, tu sens qu'il y a encore plus d'attention sur toi parce que le monde veut vraiment que tu fasses bien. Puis on ne se cachera pas, je veux dire, les Olympiques, c'est spécial, ça arrive aux 4 ans. Il n'y a pas grand personne qui peuvent se vanter de dire « Écoute, moi, je suis un Olympique, je suis un Olympien. Ouais. » Il n'y a pas encore moins de personnes qui peuvent se vanter qui ont gagné des médailles aussi à des Jeux. Fait que c'est sûr que pour moi, aussitôt que les Olympiques ont annoncé que ma discipline allait être là, c'est sûr que c'est devenu mon objectif. J'étais allé à Sochi, c'était seulement le slopestyle. Ça s'est pas déroulé comment que je le voulais, mais en même temps, c'était quand même mes premiers Olympiques. J'ai quand même eu l'expérience. Ça a quand même été un moment marquant quand même de ma carrière. Puis là, en retournant aux autres Jeux à Pyeongchang en 2018, on dirait que j'allais là avec un déjà-vu un petit peu, là, de savoir un peu à quoi m'attendre, la présence médiatique, toutes ces affaires-là. Puis on dirait que je suis arrivé là peut-être un peu plus préparé, un peu moins comme sur le high de dire hey, je suis aux Olympiques, etc. Ouais. Mais c'était slopestyle puis après Big Air, hein? Ouais, c'est slopestyle. Slopestyle, ça avait. T'as gagné slopestyle? Non, t'as gagné Non, Big dans Air. le fond, en slopestyle, j'avais bien performé, je me suis rendu en finale, puis en finale, j'avais une run gagnante, j'avais une run que j'ai atterri de A à Z, puis j'ai tombé sur mon dernier saut. Ouais. Je me rappelle Caro, qui est gérante ici. T'es encore gérante, en tout cas. Qui est ma soeur. Qui est ta soeur aussi. On parlait, puis elle disait que ça, t'avais tombé, puis que finalement, ben, t'avais pas gagné. Que t'avais pris une marche là, dans le. Pas le pays, le village olympique, là, que t'étais juste comme. Ça filait pas, là. Que t'avais pris une marche, t'étais comme. C'était comme. Puis je me rappelle d'avoir parlé de Caro, puis que j'étais comme. Je sais pas pourquoi, mais pour vrai, là, c'est calme. Tu sais, des fois, t'as un feeling, là. Je me dis, j'ai un feeling que le Big Air, man. Je sais pas pourquoi, je sais même pas pourquoi j'ai dit ça. J'ai dit, j'ai un feeling. Puis Chris, t'as gagné. Tu sais, t'aurais dû bêter de l'argent sur nous. Ben. Oh, fuck! Colin, man, on serait pas dans la cave en train de filmer un podcast! Ouais. Non, mais comme c'est vrai que le slopestyle pour moi, mettons, j'adore le Big Air, mais c'est sûr, mettons, j'étais plus un des favoris pour le slopestyle, on se cachera pas. Puis quand je serais au slopestyle, j'étais préparé. Même comme... si j'avais bêté, ils n'auraient pas mis grand chose, c'était favori. Non, mais mais j'étais pas favori pour le Big Air, fait que ça, c'était mort. En tout cas, ça pour dire que, tu sais, à Sochi, j'ai fait une belle run, puis j'ai tombé sur le dernier jump. Puis là, je me retrouve 4 ans plus tard à Pyeongchang, encore plus préparé. Puis j'ai encore tombé sur mon dernier jump. C'était pas la même run, mais c'est pas grave. J'ai quand même fait ma descente parfaite. Puis j'ai tombé sur le dernier saut. On dirait que tu passes si près, puis c'est comme si quelqu'un te l'enlève. Puis je pense que c'est ça qui était le plus dur à avaler. Je pense un coup que c'était fait. Tu veux tellement revenir en arrière, tu veux tellement pouvoir te reprendre. Puis oui, j'ai vécu vraiment une émotion qui m'a damné, qu'on pourrait dire. Là, j'étais tellement sur un hype, puis là, j'étais comme genre, oh my god, j'étais vraiment déçu. Puis tu sais quoi, on dirait que j'étais vraiment, vraiment dans une zone que j'étais déçu. Mais après ça, tu sais, j'ai eu du temps un petit peu. Puis après ça, le Big Air, c'était à la fin des Jeux parce que le slopestyle, ça rouvrait les Jeux, puis le Big Air fermait les Jeux. Puis tu sais quoi, il y a beaucoup de disciplines. First, il y a des sports qui sont aux Olympiques qui n'ont pas beaucoup de chance de compétitionner, mis à part les Olympiques. Fait que c'est souvent des sports qui n'ont pas beaucoup de commanditaires. C'est pas des sports que tu peux faire beaucoup de sous, etc. Puis je me suis dit, crème, sais-tu quoi? T'as la chance d'être là. T'as la chance de faire le slopestyle. Ça n'a pas été comme tu voulais. Mais là, dans les mêmes jeux, en plus de ça, t'as la chance de faire une autre discipline. Dans les mêmes jeux, il y en a des personnes qui c'est une discipline, puis ça passe ou ça casse, puis c'est tout. Comme que nous, on avait à Sochi, mais là, on avait le Big Air. Fait que là, je me suis juste dit, écoute, vire ça de bord, utilise cette énergie-là pour essayer de performer en Big Air. Puis toutefois, là, après ça, on a eu des entraînements en Big Air. Puis là, je me suis mis à vraiment, vraiment, vraiment travailler fort dans les pratiques pour arriver là le plus près possible. Puis je pense que ça a paru, puis j'étais arrivé en finale. Puis j'ai vraiment ridé avec comme de l'émotion. Là. Puis on dirait que, tu vois, mes parents étaient là aux Olympiques durant le slopestyle. Puis après ça, ils sont retournés à la maison. Puis le Big Air, comme je savais que tout le monde me regardait de ma famille, etc. Mais on dirait que je chantais cette énergie-là. Puis, tu sais, quand je dis. Le feeling que t'avais, c'est toi, Big. C'est moi. Mais, tu sais, pour vrai, c'est ça. Comme le feeling, là, comme de gagner les jeux, c'est complètement fou. Il n'y a rien de plus. Comme c'est trillant, t'as tellement d'émotions positives, c'est tout en même temps qui arrive. Mais avant même de gagner, de le vivre puis de performer, je pense que c'est ça le summum du sport, c'est de sentir que. Tu sais, ils disent souvent que quand tu rides ou quand tu performes à ton meilleur, c'est comme si tu blackout. Pas si tu blackout. OK, blackout au bar, comme t'as peut-être trop performé. Mais
comme en snow ou dans n'importe quel sport, ils disent un genre de blackout que pendant que tu descends, c'est comme si il n'y a rien qui peut te déconcentrer. Il y a rien qui. Il pourrait y avoir bien du bruit ou peu importe. T'entends comme plus rien. Puis ça, je l'ai réalisé que j'étais dans ce fameux blackout-là parce que chaque descente que je faisais, c'était calme dans ma tête. Je sentais que j'étais en contrôle de qu'est-ce que je voulais vraiment faire. Puis on dirait que quand tu ratterris, le moment, la joie, savoir que tu as bien fait. Puis là, on dirait que tu reviens à la réalité. Puis là, t'entends la foule, t'entends tout ce qui se passe. Puis c'est là, après ça, quand t'es déclaré comme champion à travers tout ça, c'est comme genre... Comme t'étais déjà sur un hype, puis là, c'est encore plus. Puis là, après ça, tu te fais... tu t'en vas dans le car wash là, d'interview à travers les Olympiques. Là, ça, c'est un autre monde, ça aussi. Deux choses. Quand t'avais gagné, j'étais à Stoneham avec... Il y avait Phil Roy, Zach Haller, une coupe de monde. Là, en fait, toute l'industrie, c'était un Empire Games qu'il y avait. Ouais. Fait que c'était comme l'after party. Hey man, je criais de même, là. On avait toutes les TV, là. Crier, là. C'était malade. Après ça, Phil était dans le spa. Puis là, il prenait son excuse Phil, son anglais, là, qui est pas terrible, là. Puis là, il regardait les Américains, puis il était comme, You know, my friend, win Olympic. Puis là, il se vantait un peu, genre, dans le spa. Puis... Mais l'autre affaire, c'est un de mes vidéos préférées sur la planète. C'est la madame qui t'interviewe puis qui te pose une question, genre, fait que comment tu t'es senti quand que t'as su que tu pouvais dans ta tête, atterrir un saut qui... Tu sais de quoi je parle? Je sais de quoi tu parles, mais ça c'est drôle parce que ça a été comme viral sur le web, la fameuse question. Mais t'es resté, là. Mais moi, là, ça, c'était durant le slopestyle. Fait que ça, c'était après ma déception. Moi, là, toutes les questions là, que je répondais, là, j'étais dans ma tête en maudit. Fait que j'ai comme, pour vrai, comme, je l'ai même pas écouté. Fait que genre, tout ce qu'elle a dit, là, je pouvais même pas te dire que ça faisait pas de temps, j'ai juste comme fait, ouais, mais tu sais, t'as même pas fait comme un peu genre, voyons, ça... Je pensais que c'était, mais c'était pas ça que c'était. Genre, en tout cas. Ok, ça répond bien. On va aller dans les questions du public. Première question. T'es prête? Je suis prêt. Caro Toutan te demande. Ouais. Un autre tout temps? Un autre Toutan. As-tu déjà signé ton autographe sur quelque chose de pas commun? De pas commun? Ouais, plein. Écoute, j'ai déjà signé des seins. Ça, c'est pas commun. Quand même le fun. J'ai déjà signé sur une brassière, genre juste comme la fille est arrivée avec une brassière, puis il fallait que je signe sur sa brassière. Sinon, j'ai déjà signé, écoute, là, c'est commun, pas commun. Un laptop. On est arrivé avec il savait pas quoi signer, puis il avait son laptop. Tu sais quoi? Signe mon laptop. J'ai signé son laptop. C'est fou le monde, des fois, comme ça, comme. Tu sais, oui, ok, t-shirt, c'est des affaires plus communes, etc. Mais des fois, le monde, il fouille dans leur poche, puis là, c'est comme, mon portefeuille, mon si, puis un laptop. Ouais. Fait qu'il y a un MacBook Pro à quelque part avec ma signature. Non. Seb Gagnon. Elle est longue, là. Pas Seb Gagnon. Ça, c'est une vraie question là, de TV. Là. Après avoir vu les gars faire des quadruples au X-Games dans Big Air, penses-tu à te lancer dans les quadruples aussi pour aller avec la progression des trucs en Big Air parce que les Olympiques s'annoncent pour être quelque chose? Bonne question, c'est ça? Avoue, c'est une question RDS. Ça, là. Ouais, très RDS. Bon, ouais, je pense que, dans le fond, je pense qu'il y a plusieurs, tu sais, comme, oui, il y a les quadruples cork. Tu sais, quadruple cork, c'est, faut que tu viennes inverser 4 fois, mais ça reste que souvent, c'est des 1800. Fait que, on l'a vu, il y a du monde qui les font complètement flippés, puis il y en a qui les font plus flat, qu'on pourrait dire. Fait que, oui, je suis conscient que si j'aimerais ça défendre mon titre en Big Air, il va falloir que j'apprenne, que je fasse différents 18 de plus qu'un bar. Fait que, oui, il va falloir que je travaille fort sur ces trucs-là. Est-ce que c'est des trucs qui m'inspirent ou qui me donnent le goût de faire du snowboard? Non. On est rendu à une étape que si tu veux gagner, il faut que tu fasses ces trucs-là. Fait que, je veux retourner au jeu, puis je veux performer. Fait que, oui, il va falloir que je travaille fort sur ces figures-là si je veux avoir les résultats que je veux. Mais est-ce que c'est des trucs qui m'inspirent ou qui me donnent le goût d'aller faire du snowboard? Non. Mais je pense que c'est un dernier petit coup à donner pour si je veux finalement finir sur les 3 premières marches du podium. Ouais. C'est bon. Fait que ça va spinner. Attache ton casque, là. Parce que mange pas trop lourd là, la veille, parce que ça se peut que t'aies des petits hauts de cœur. C'est une sale pirouette, là.
Des quoi? Ben, tu sais, pour je te donner un exemple, le ski, le aerial skiing, si je me trompe pas, ils ont une limite de 3 flips. Oui, OK, mais il semble que les quadruples sont... En tout cas, ils n'étaient pas acceptés. Si tu fais ça, je pense. Je suis pas mal sûr qu'ils sont pas acceptés parce qu'ils disent que le taux le risque est trop élevé. Fait que oui, ils font encore plus de vrais que nous, mais ça reste qu'ils sont bloqués à 3 tours, à 3 flips. Mais genre, tu sais, il y avait du monde qui venait dire « Ah, snowboard, aerial skiing ». OK, on n'est pas du aerial skiing, zéro, parce que même si tu fais un 1800, je veux dire, on a du style, puis tu grabs, puis c'est pas la même chose. Mais c'est quand même fou, rendu le niveau qu'on est, qu'on fait ce genre de figure-là. Là. Très bon. Noah Larose, as-tu un trick sur ta bucket list? Ton trick, là, que avant de prendre ta retraite, tu veux avoir, là? Ouais. Ben, mettons, dans les gros trucs, là, que moi, dans mon livre à moi, ça serait le truc le plus sick au monde, là, ça serait... tu sais, t'as Travis Rice qui est arrivé avec le double backside rodeo 1080, qui switch son grab. Fait que c'est il faisait un rodéo en melon, puis après ça, il venait changer en Indy, puis il venait faire un backside rodéo 7. Fait qu'ensemble dans le même truc, c'est un double backside rodéo 1080. Ça, je l'ai appris, puis je le fais depuis plusieurs années. Mais j'ai toujours rêvé de faire ce truc-là, mais en triple cork. Fait que de faire un triple backside rodéo 1440, ça n'a jamais été fait auparavant par aucun rider. Fait que c'est sûr que ça serait un truc sur ma bucket list dans les triple cork que j'aimerais ça faire. Moi, dans mon livre à moi, ça devrait battre tous les quadruples ou tous les trucs qui existent sur la planète. Ça serait à voir si quelqu'un l'atterrit pour voir comment ça se carrait, mais c'est sûr que ça serait de quoi que j'ai jamais vu, puis ça serait quand même assez fou. Puis sinon, un truc... Il y a bien des variations là, de rodéo, puis de choses qui sont pas nécessairement des triple cork, mais que je trouve que des fois, c'est des trucs que je fais déjà, mais c'est de rajouter une variante de grab. Fait que j'ai vraiment hâte de compétitionner un petit peu moins dans l'avenir après les prochains Jeux olympiques. J'aimerais peut-être ça faire moins de compétition, puis peut-être faire plus de filming. Fait que ça va me donner la chance là, justement là, de pratiquer des trucs un peu plus dans ce style. Répète-moi donc le nom du gars qui était ton rider préféré. David Benedek. Ouais, tu l'as-tu déjà rencontré? Ouais. Puis Travis Rice aussi? Ouais. Ouais. Cool. C'était juste une petite parenthèse. Je pensais à ça pendant que tu me parlais, là. J'écoutais pas ce que tu disais, là. J'étais mindé. Ben, tu sais, moi, je trouve que ce qui est inspirant de ces deux personnes-là, c'est que, tu sais, Travis puis David, tu sais, les Travis, il a peut-être compétitionné un peu plus que David, mais David, il en a fait beaucoup aussi. Puis les deux ont emmené la progression. Ils ont emmené la progression du sport en compétition, ils l'ont à une autre étape. Mais après ça, quand ils sont retirés des compétitions, ils ont réussi beaucoup à percer dans le monde des films, puis un peu comme amener leur propre vision du snowboard dans un élément qui était moins évolué peut-être du sport. Puis c'est vraiment qu'est-ce que j'aimerais ça amener dans mon snowboard là, éventuellement. Cool. Louis Sylvain, le Tootsie Roll, c'est quoi ça? Ben, c'est une barre de chocolat. OK. Non, le Tootsie Roll, dans le fond, c'est un backside 1080 double cork. Puis c'est moi qui ai inventé ce truc-là, finalement. Dans le fond, oui, sur papier, un backside 1080 double cork, c'était possible, mais il n'y avait jamais personne qui l'avait fait. Dans le temps, là. Puis dans le temps, quand je l'ai fait, en niaisant avec des chums, on s'est dit « il faut le nommer, il faut donner un nom ». Fait qu'il y a quelqu'un à un moment donné qui est sorti avec Tootsie Roll. Puis ça a comme resté au début, le monde. Il y avait beaucoup de monde qui faisait. Cool, Tootsie Roll, Toots. Ben, tu sais, il y a du monde, mettons, qui commençait à le faire, qui appelait ça. Parce que ça a été comme mon signature trick quand même pendant plusieurs années. Puis là, mais tu sais, maintenant, je pense que ça a comme un peu die down, mais ça reste quand même que. Il y a certaines figures, il y a une couple de figures que j'ai été le premier à faire, mais c'est la seule figure que j'ai donné un nom. Cool. Go Tamus, tu drives combien au golf? Je drive combien au golf? Ou je joue combien? Il y a eu deux. Écoute, driver, je veux dire, en général, je drive 2,80, 2,90. C'est ce que tu faisais hier. Tu compares le drive. Mais je pense que la plus longue drive que j'ai faite, c'est 302 verges. Cool. Ben, mettons, 302. 302. Pas une, pas... En tout cas, c'est avec un Trackman, là, je veux dire, dehors, là, je parle. Ah ouais. Puis, ouais, c'est ça. Cool. Bastien Skate, si tu n'étais pas pro en snow, tu aimerais l'être en quoi? Je pense que j'aimerais ça au golf. Comme pour vrai, j'adore le golf, puis ça c'est complètement comme c'est à l'extrémité du snowboard, c'est beaucoup moins extrême, mais j'aime vraiment là, comme les sports aussi de précision puis ces affaires-là. Tu sais, il y a plein d'autres sports là, tennis, écoute, motocross, tout skateboard.
Mais je pense, là, à ce stade-ci, avec tous les sports que j'ai faits, comme je suis vraiment passionné de golf à l'extérieur du snow, puis ça serait le sport que, mettons... Surtout pour un sport que pour l'été. Ouais, pour l'été, mais tu sais, ça reste que si t'es pro golf, tu t'en fais à l'année, là, Ouais. mais je pense que ce serait le sport que j'aurais bien trippé. Cool. Fuego 666. Fuego! Tu manges quoi avant une compétition? T'as-tu une superstition un peu avant les compés ou... J'ai pas une superstition, mais je suis quand même routinier sur qu'est-ce que je mange le matin. Là. On dirait que je mange pas tout le temps ça, mais puis si je mange pas ça, je dis pas que je vais pas avoir une bonne journée, mais j'adore me faire des sandwichs aux œufs à chaque matin. Là, fait que je me fais souvent bagel, 2 œufs, fromage, avocat, salade, tomate, mayonnaise. Je mange ça, puis ça start bien la journée. Cool. Lui, Yon3wolf.gti. Vous avez des beaux noms. GTI? GTI. T'ennuies-tu du shakedown des fois? Ouais, je m'en ai du shakedown. Je trouve ça triste qu'on n'ait plus un événement comme le shakedown au Québec. Puis je trouve ça triste qu'il n'y ait plus d'événements tout court au Québec. T'sais, on a des événements, mais ça reste que c'est beaucoup plus amical. Ben oui, le but c'est que ça soit amical, mais comme il y a beaucoup comme des border style ou toutes ces affaires-là. Mais avant, il y avait des rail jams à tous les week-ends. T'avais le shakedown qu'on dirait c'était comme pour closer la saison, puis c'était comme la compé pour le Québec. Puis on en a parlé, là, le fameux le rassemblement du Québec, avoir toute l'industrie à la même place, à une montagne, je trouve que c'est important. Puis ça serait de quoi que c'est de quoi qui me manque. Ouais. C'est de quoi que j'aimerais ça que somehow il y a peut-être quelqu'un C'est genre. sûr que là en ce moment Ouais. c'est difficile à Mais penser. on oublie le COVID, on oublie tout ça. Même avant le COVID, c'est plus qu'est-ce que c'était. Fait qu'on dirait que ça serait cool. Puis s'il n'y a pas le shakedown qui revient, mais juste qu'il y ait plus d'événements, qu'il y ait plus de raisons de se rassembler. Là, parce que ça reste que c'est un beau sport le snowboard, mais on a bien plus de fun quand on le fait avec nos chums. Puis il y a beaucoup de monde qui sortent du snowboard puis qui travaillent dans d'autres choses, mais qui font du snowboard les fins de semaine. Fait que s'il y a plus d'événements qui se passeraient à travers ça, on se rassemblerait encore plus. Puis c'est cool là, quand on se rassemble tout dans une montagne. Puis c'est bon pour les montagnes, puis c'est bon pour le sport. Puis je pense que le snowboard en a vraiment besoin. Puis c'est ça. Ok, je suis rendu à la dernière question, c'est la mienne. Oh. C'est quoi ton underscore? Mon nom? Ouais. Moi, c'est Huge Lap. Oh. Ben, je le connaissais déjà. Là, mais... Mais c'est tout le temps un peu tough, là, mais moi, ce que j'aime au podcast, Faut-tu que tu donnes 5$ parce que tu as donné ton handles comme un genre de shout-out? Non, je me suis pas... mais j'ai pas dit le mot salutation en anglais. Ah, ok. Fait que, Ok. Christian, c'est Ok. en tout cas. Mais c'est tough comme question parce que moi, ce que j'aime, c'est tout le temps des histoires genre d'after party, là, drôles, là, quelque chose qui t'a marqué. Là. Tu sais, exemple, je sais pas, mais tu sais, qui se dit au podcast. Là. Mais t'as-tu une histoire qui est bien vite, tu fais comme ça vaut la peine d'être contée. Là. Une histoire qui t'a. Une histoire d'X-Game ou je sais pas, qui t'a fait comme oh my god. J'en ai plein. Ouais. J'en ai plein, mais écoute, souvent, là, on est tellement sur un horaire chargé que tu fais le party, mais là, le lendemain matin, tu as un vol vraiment tôt. Fait que là, tu dors pas de la nuit, tu t'en vas direct à l'aéroport. Mais ça m'est arrivé plusieurs fois. À un moment donné, j'étais à Lax, en Suisse. On venait de compétitionner. Je sais pas si j'avais gagné ou pas, mais je me souviens, on avait un gros party la veille. Puis là, je suis revenu à ma chambre. Tu te souviens pas d'avoir gagné, ça doit être gros. Mais ça pour dire que mon vol était vraiment tôt, puis j'étais peut-être comme à 2h et quelques de route de l'aéroport. Fait que je m'étais dit, ça sert à rien de dormir, faut pas que je dorme parce que je vais manquer ma shuttle. Puis finalement, j'étais revenu à l'hôtel, je pactais mes affaires, puis comme de fait, je suis juste tombé mort, puis je me lève en sursaut. Oh shit, non. Finalement, c'était que réussi à avoir un char qui me blitzait ça jusqu'à l'aéroport. En tout cas, j'ai réussi à pogner mon vol. Ça c'est ok, c'est rien, là, mais genre, il y a des péripéties. À un moment donné, je vous mets avec un autre rider, je dirais pas nécessairement non, mais un autre genre de party. Lui, il dort, il est pass out. Il a vomi partout à côté de son lit. Tu vois qu'il est coma dans le lit. Là, moi, je suis comme, yo, man, faut s'en aller à l'aéroport. Hein? Finalement, il se réveille. Pas le temps de prendre la douche, rien. Ah ouais, à l'aéroport. Comme, des affaires de même, il y en a mille et une, mais sinon, je me souviens, à un moment donné, on était au US Open à Vail, on était dans un party, puis finalement, il y avait des snows qui étaient comme en exposition, c'est des vieux snows des riders qui ont signé.
tout le resto est en... C'est un gros party, là. C'est juste du monde de l'événement, pratiquement. Il y a un peu de monde qui n'ont pas rapport, mais c'est comme... En tout cas, c'est le gros party. Finalement, les boards se font décrocher. Là, il y a une compétition que le monde essaie de descendre les escaliers dans le bar avec les boards. Écoute, faudrait que je regarde à travers mes vidéos dans mon cell, là, mais... C'est sûr que ces moments-là, ça va toujours rester. Puis comme on est dans une industrie que, tu sais, souvent le monde, mettons, j'allais dans des interviews, mettons un peu plus corpo ou whatever, puis souvent les questions qui revenaient tout le temps, c'est comme, fait que les parties, fait que la drogue, fait que le ci, fait que le ça, mais c'est comme. La drogue, ouais, il disait la drogue. Ouais, tu sais, le snowboard était vraiment comme perçu comme que c'était vraiment comme hors de contrôle, puis on était des bums, puis blablabla, mais. Comme dans tous les sports, il y a des parties. Dans tous les sports, il y a tout ça. C'est juste qu'il y a certains sports qui décident de le cacher, puis il y a d'autres sports qui le cachent pas. Puis je pense que le snowboard, on est fiers de montrer c'est quoi les roots, puis que le lifestyle est important, puis que oui, il y a des parties, puis oui, on a du fun, mais en bout de ligne, ça veut pas en sorte que t'es moins athlétique qu'un autre. Tu sais, je veux dire, on travaille fort pour où qu'on est, mais on n'a pas peur de montrer aussi que des fois, il faut célébrer. Fait que je pense que moi, je suis fier de le dire haut et fort. Oui, il y a des parties. Oui, il y a du fun à avoir, mais il y en a dans tous les sports. C'est juste que le snowboard, on a juste décidé de ne pas avoir peur d'en parler. C'est la même image que le skate. Là. Exact, c'est la même affaire. C'est super associé. C'est ça. Ouais, c'est associé, mais tu sais, je pense qu'après ça, ta carrière, elle t'appartient, puis c'est à toi de prendre les décisions que tu as besoin de faire. Il y a des sacrifices à faire quand même pour te rendre à un niveau, pour avoir une carrière qui dure longtemps, puis de continuer, dans le fond, à plaire à tes commanditaires, puis ces affaires-là. Puis à un moment donné, c'est des sacrifices à prendre à toi personnellement. Puis oui, il va y avoir des parties, oui, il y a des distractions, mais c'est savoir quand faire le party, puis savoir quand arrêter, puis savoir quand faire du snowboard. Puis il y a du monde des fois qui sont peut-être perdus un petit peu trop dans le party, puis le lifestyle de vouloir comme juste alentour de tout ça. Puis à un moment donné, ils faisaient plus de snowboard. Fait que c'est normal à un moment donné que ta carrière dégringole un petit peu, puis t'as plus le support que tu voulais finalement. Fait que c'est sûr, c'est comme, je pense, dans n'importe quelle chose que tu fais dans la vie, c'est d'avoir un balance. Puis présentement, je trouve ça, qu'est-ce qui est cool du snowboard, ça va toujours rester, il va toujours avoir des parties après les événements. Là, on oublie le COVID, là, mais mettons, hors COVID, ça va toujours rester un sport que il faut garder notre lifestyle parce que c'est ça, haut et fort, qu'il faut parler. Puis oui, on est aux Olympiques, oui, il y a tout ça, oui, c'est plus corporatif, mais en bout de ligne, il y a beaucoup de monde qui disent ah, j'ai peur que ça change le snowboard, j'ai peur qu'on perd les roots, mais en bout de ligne, c'est nous qui décidons comment on veut que le snowboard soit perçu. Puis oui, les Olympiques, c'est une plateforme qui est différente des autres plateformes du snowboard, mais en même temps, si on l'utilise à notre avantage, ça fait juste faire que plus de monde à travers le monde connaissent notre sport. Fait que, je pense que c'est pas nécessairement. Je pense que c'est bon qu'on soit aux Olympiques. Puis aux Olympiques, quand tu regardes le snowboard, tu vois réellement qu'on est un sport différent. Tu vois qu'il y a un rassemblement. Tu vois c'est plus amical. Fait que je pense à travers tout ça, le monde qui écoute, le monde qui regarde les compétitions, l'affaire ultime que je répète à bien des jeunes, c'est comme le snowboard en bout de ligne puis bien des sports. Le but ultime, c'est d'être passionné puis d'avoir du fun. Puis après ça, si tu builds une carrière à travers ça, oui, il faut que tu travailles fort puis il y a des sacrifices à faire. Mais faut jamais que tu oublies les raisons pourquoi tu as commencé. Puis c'est ça qui est le plus dur, je pense, quand ça devient trop professionnaliste puis ça devient trop comme un travail. C'est qu'à un moment donné, ben, ça devient juste comme une routine. Puis comme quand tu vis de ta passion, faut que tu aies du fun. Sinon, même si j'ai la meilleure job au monde, j'ai la meilleure job au monde présentement parce que je vis encore de ma passion, tu sais. Mais si je vis juste du snowboard, mais je suis plus passionné de faire du snowboard, ça devient comme n'importe quel job sur la terre. Fait que, ouais. T'as bien répondu. J'ai bien répondu. J'ai dû passer le test. T'as très bien passé le test. C'est ça que t'as fait pour avoir une exemption? Ouais. J'étais bien préparé. Non, mais pour conclure, je sais que ça, j'en parle tout le temps, là. Mais moi, l'affaire quand on a commencé à devenir chum, tout l'affaire qui m'a marqué, là, encore à ce jour, c'est, tu sais, t'en as signé des autographes dans ta vie, là, puis t'enseignes encore, là, mais que on allait skater, là, c'est sûrement parce que je m'en vais, là, mais j'en parle tout le temps, on dirait. Mais on s'en allait skater. Non, en tout cas, on s'en allait skater. En fait, c'était la première fois, là, j'étais allé chez vous, c'était hors COVID, là, OK, pour le monde, là, fait que je m'en vais chez vous, là, on descend, on va avec ton char, j'embarque dans une R8, je suis comme, man, tu sais,
Là, je capote. Je suis comme, ouais, dis-donc, mais hot. Là, ça va au IGA, on va se payer une petite affaire à manger, puis on va skater après. Là, il y a une madame qui te voit, elle te dit, oh mon Dieu, mon chum, il tripe sur toi, je peux-tu avoir une photo, s'il vous plaît, avec toi? Fait que là, tu dis, oh ouais, pas de trouble. La fille, elle me donne son sel pour que je prenne une photo. Il n'y a plus de batterie, le sel, dans mes mains. Là, je suis comme, il n'y a plus de batterie. Maintenant, elle est comme, oh non. Là, la première chose que tu fais, ben, prends-le avec mon sel, je vais y envoyer en texto. Là, je suis comme, Kim, tu donnes ton numéro à une madame. Elle était cute! Ouais, ben... Mais tu donnes ton numéro à une madame comme ça pour y envoyer la. Moi, j'ai fait comme, wow, c'est tellement cool, tu sais. Je veux dire, pas tout le monde, je pense, qui aurait fait ça. Là. Ouais. Ben, je pense que ça revient un petit peu comme à quand j'avais 13 ans, j'ai gagné le shakedown. Je pense qu'en bowling, comme ça revient que je fais un sport que ça se fait voir sur les internets, ça fait en sorte qu'il y a des fans ou il y a du monde qui me suit à travers mon cheminement. Mais moi, de prendre des photos, faire des autographes, je vois pas ça comme genre, oh, c'est un fardeau. Non, je vois ça comme genre, sais-tu quoi, c'est trippant parce que genre, ce monde-là m'idolise, puis il trouve que ce que je fais, c'est vraiment nice. Puis je te dirais que même à travers ça, des fois, quand j'ai des moments un peu plus durs, whatever, ça va moins bien mes affaires, ben quand je tombe sur du monde de même, ça fait juste réaliser que genre, c'est fou à quel point des fois ça va juste moins bien, mais c'est comme life is good, tu sais, je veux dire, comme tout ce monde-là, il t'idolise, il donnerait n'importe quoi pour pouvoir vivre une partie ou une fraction de qu'est-ce que c'est être ma vie, mettons, quand je compétitionne ou qu'est-ce que je vis à travers tout ça. Fait que des fois, c'est facile de se perdre à travers mille et une raisons, mais pour moi, prendre le temps de prendre des photos, puis de signer des autographes, puis, tu sais, ça reste que mon niveau, mettons, on va dire fame, là, je veux dire, tu sais, je suis pas un acteur Hollywood, puis je fais pas des émeutes partout aussi que je vais, fait que c'est comme, ça aussi, je suis comme chanceux parce que c'est un niveau que c'est pas de l'harcèlement non plus. Fait que tu sais, oui, je vais aller faire mon épicerie, oui, je vais aller faire ci, je vais aller faire ça, puis je vais me faire accrocher, je vais me prendre une photo, je vais faire ci, mais c'est pas comme si, genre, faut que je me cache partout où c'est que je vais, sinon, il y a des paparazzis partout. Fait que c'est un niveau de fame qui est vraiment le fun. Mais, tu sais, moi, j'entends pas à. Comme. Mon but dans la vie, c'est que oui, je veux me rendre plus haut, plus loin en snowboard. Puis c'est sûr, ça l'attire, ça fait en sorte que ma plateforme devient de plus en plus gros aussi. Mais en même temps, ma motivation, c'est pas nécessairement juste d'avoir le plus de following, le plus de fans. Comme, le but, c'est de faire mes objectifs personnels. Puis s'il y a plus de monde qui me suit à travers ça, tant mieux. Mais en bout de ligne, je pense que de voir, écoute, je me souviens tout le temps, il y a des fois, il y a des. Autant de tous les âges, il y a des personnes que je sers la main, que je donne un hug. Ouais, on n'est pas dans le COVID, là, mais comme. Tu sais, puis tu vois les mondes par la voix est fébrile, comme d'avoir l'effet sur une personne, même encore à ce jour, tu t'habitues pas à ça. Tu sais, il y a des choses que je me suis habitué, des fois, je vais m'asseoir dans un resto, je le vois qu'il y a du monde qui me reconnaisse puis qui parle. Ça, c'est des choses que tu t'habitues parce que tu t'en rends compte, tu sais. Mais ça reste que, encore une fois, je me dis comme, pourquoi, comme moi, je rencontrais une personne que j'idolise, je rencontrais un Travis Rice pour la première fois, je rencontre un David Benedek pour la première fois, puis je veux le prendre une photo avec, il m'ignore quasiment, il s'en fout de moi. Je vais les aimer quand même, mais je vais être déçu, tu sais. Fait que je me dis, comme je pense que ça fait partie aussi de mon travail, d'être aimable avec le monde qui me supporte. Puis même tu sais, il y a du monde qui dit, ouais, mais des fois, tu as une journée de merde, puis là, tu n'as pas le goût d'être social avec le monde. Comme, ouais, je suis d'accord. Mais c'est comme si tu as le droit d'avoir une journée de merde, mais la personne qui fait juste comme te déranger 2 secondes, prendre une photo, comme. C'est pas elle qui t'a donné une journée de merde. Exact. Fait que, tu sais, moi, je le vois de même, puis je pense que ces personnes-là qui viennent me voir, comme. Tu sais, le monde, je m'excuse de te déranger, nanana. Oui, OK, il y a un certain point qu'à un moment donné, je peux te donner de mon temps, puis à un moment donné, comme. Tu sais, ça reste que. Tout dépend. Tout dépend dans quelles circonstances que je suis. Mais ça reste que je vais toujours prendre le temps de prendre une photo avec quelqu'un. Puis si la personne elle rentre trop dans ma bulle, puis là, à un moment donné, c'est too much, OK, je comprends que pas parce que tu me connais ces réseaux sociaux que je suis obligé de passer à la soirée avec toi non plus. Mais c'est juste un niveau que c'est le fun. Puis moi, en bout de ligne, tu sais, comme de faire comme à la madame, de prendre une photo avec mon cell, d'y envoyer par texto. Je veux dire, pour moi, c'était juste de quoi de sensé. Puis je m'étais dit, écoute, je verrais pas pourquoi. Elle commencerait à marceler avec mon numéro. OK, là, je comprends que. Au pays, bloque le numéro, là, puis on passe à autre chose. C'est quand même cool, vous avez eu un kid ensemble récemment en plus. C'est vrai. Mais cool, puis dernière question, je voulais savoir, il est comment Guillaume Lapage? Guillaume Lapage? Ouais.
Ben, chill. Écoute, ça fait longtemps que je l'ai vu. J'ai pensé à ça tantôt, c'est vrai, t'as fait tout le monde en parle. Ouais, j'ai fait tout le monde en parle 2 fois. 2 fois, ouais. Ouais. Une fois, vraiment longtemps, là. Ça, c'était juste comme pour parler de whatever, mes compés, whatever. Puis là, j'étais retourné. Ouais, j'étais allé tout seul, puis après ça, j'étais allé avec le Canada, dans le fond, après les Olympiques. Ok, cool. Ouais. Ben, c'est pas mal ça, en fait, pour finir, comme à chaque fin, je te laisse les dernières salutations. Bon. Si tu veux remercier du monde. Ben, big shout out à Podcast. Je vais leur donner un autre 5$. Puis, non, c'est ça. Dans le fond, j'ai bien hâte à la saison prochaine. Puis j'espère que vous avez tout acheté des snowboards. Parce que c'est bien plus fun de faire du snowboard. Hein? Ouais. Là, je pense pas à Caro. Ben ouais. Non, j'aimerais ça saluer toute ma famille, Caro, ma blonde, tous mes bons chums. Puis félicitations pour ton podcast. Merci, man. Merci d'être venu et d'avoir pris ton temps. Boom. Ok, là, on a bien fait ça. Ok, bye tout le monde. Merci. À la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao.